Merci à toutes et à tous, donc en présentiel et en Zoom, puisque comme à chaque fois, le séminaire est en hybride. Vous pouvez aussi, on enregistre, donc vous pouvez aussi par la suite le voir en replay, pour ceux qui le souhaitent. C'est dans le cadre de la KIPT que nous accueillons ce séminaire. Alors, bon, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce dispositif. J'en dis juste un petit mot. C'est l'initiative clé politique publique de transition de l'ICIT de Montpellier, donc qui vise à fédérer la communauté de chercheurs en sciences sociales de l'ICIT autour des politiques publiques de transition, donc qui est animée par moi-même, Mathias Raymond, Hélène Révalette, Sébastien Chaliès, Stéphane Guiotti et Jordan Arletas qui n'est pas là. Et donc on a souhaité, alors on finance des projets de recherche sur ces sujets qui vivent leur vie en ce moment. On aura une réunion de mi-parcours début juillet, on vous le redira à la fin. Et puis, à la demande un peu des différents chercheurs et enseignants-chercheurs, on a souhaité mettre en place ce séminaire régulier, récurrent, donc pour animer les échanges entre nous au-delà des projets de recherche. Donc, on a commencé par un séminaire qui accueillait plutôt les acteurs publics des politiques publiques de transition. On a toute une programmation. On a un séminaire plutôt sur les discussions épistémiques autour de la notion de transition, puis sur les méthodes. Et on a une programmation que vous pouvez aussi voir sur le site jusqu'à fin 2026. Et puis, on s'est dit à un moment donné que, vu le contexte actuel, ça serait bien aussi de s'intéresser aux controverses que peuvent susciter ces politiques publiques de transition, à ce qu'on appelle couramment le backlash, avec des guillemets, mais en tout cas à ce climat qui devient de plus en plus présent aujourd'hui, de contestation, parfois violente, parfois brutale, de ces politiques. Et donc, d'où la séance d'aujourd'hui consacrée donc, aux transitions, à l'épreuve du backlash. Donc, pour penser cette séance, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc 2 chercheurs en sciences politiques, Jean-Yves Dormagin qui est professeur de sciences politiques et Sylvain Baronne qui est directeur de recherche en sciences politiques aussi à l'INRAE, autour de 2 interventions. L'une qui va plutôt porter sur la manière dont les positionnements, les opinions peuvent se cristalliser autour de ce backlash environnemental. Et l'autre qui s'interroge aussi sur le volet politique publique et des phénomènes de désinstitutionnalisation aussi de l'environnement. On présente ces phénomènes comme très très nouveaux, ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a des process qui sont plus anciens que ça, mais qui viennent détricoter un petit peu les politiques qui ont pu être mises en place. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a pensé ces deux interventions, sachant qu'évidemment il peut y avoir et il y a des liens très forts entre les deux. Quand l'opinion publique devient hostile à l'environnement, ça peut aussi devenir la base d'un discours de légitimation du recul des politiques environnementales, évidemment. Donc, bon, on va tout de suite laisser la parole aux intervenants. Donc, le format, donc c'est 20-25 minutes de présentation. On fera une petite pause après chaque présentation, plutôt pour revenir sur des questions de précision, de méthode, de contenu, pour se laisser à la fin du séminaire un temps plus d'échange et de débat plus général, si ça vous convient. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup déjà, Laura et tous les organisateurs de cette invitation. Je suis particulièrement ravi d'être ici parce que, déjà, comme c'est écrit, je suis professeur dans cette université, membre du laboratoire du CEPEL, du laboratoire de sciences politiques. Et finalement, je n'ai pas eu l'occasion ces dernières années de présenter à des amis, à des collègues, les travaux
que j'ai menées, en particulier sur ces enjeux de backlash écologique, alors pas seulement, mais entre autres sur ces enjeux de backlash écologique. Et donc, je suis évidemment particulièrement heureux de pouvoir le faire ici, en présence de cet auditoire. Ce que je vais montrer, j'en ai conscience, est assez démoralisant, surtout devant un public dont je devine qu'il est très loin des attitudes et des comportements que je vais décrire. Parce que ce que je vais décrire ici, ce sont des comportements ou des attitudes climato-relativistes, climato-sceptiques. Je vais essayer d'expliquer comment, aujourd'hui, avec les outils dont je dispose, je les comprends et pourquoi elles sont devenues si fortes dans la société française, mais pas seulement, dans l'ensemble du monde occidental. Et je devine que tout ça est très loin de vous, très loin de votre propre sensibilité, de vos propres attitudes. Je disais c'est un peu démoralisant parce que il me semble, alors là pour le coup je parle sous réserve de vérification, mais il me semble que l'enjeu écologique, l'enjeu climatique était relativement consensuel il y a encore quelques années, au sens où il y avait des différences assez fortes d'adhésion, il y avait des différences de préoccupation, d'intensité, mais il y avait assez peu, en particulier en France, il y avait assez peu d'acteurs, assez peu d'individus qui contestaient l'importance de ces enjeux et qui s'y opposaient frontalement. Et quand on suit la politique française, quand on suit la politique internationale, on voit que ça a beaucoup changé, que c'est devenu un clivage politique avec ses partisans des deux côtés des versants du clivage, et en particulier aujourd'hui avec des forces politiques qui sont climato-relativistes, pour certaines d'entre elles climato-sceptiques, et dans tous les cas, quel que soit le propos général qu'elles adoptent, qui s'opposent en pratique à la plupart des politiques de transition et à la plupart des politiques écologiques. Et c'est ça en gros que je voudrais en partie expliquer rapidement, donc en une vingtaine de minutes. Alors, j'ai trop de slides et je suis très bavard, donc j'ai presque aucun doute sur le fait que je n'y arriverai pas. Non pas à parler 20 minutes, mais à terminer ma présentation. Mais ce n'est pas très grave parce que je pense qu'au bout de 20 minutes, j'aurai quand même réussi à faire passer l'essentiel du message que je veux développer. Juste peut-être pour dire que ces questions-là ont commencé à m'intéresser il y a 2-3 ans dans une collaboration avec des experts et des chercheurs qui font ce qu'on appelle du social listening, enfin, qui surveillent les réseaux sociaux, et qui m'avaient, à l'époque, alerté sur le fait que sur les réseaux sociaux, on voyait de plus en plus émerger un discours très radical, très anti-écologie, très climato-sceptique, dénigrant les chercheurs, dénigrant le GIEC, les présentant comme des idéologues du climat, dénonçant toutes les politiques de transition. Et cette opération, elle correspondait à un repositionnement de la sphère anti-vax. C'était très situé en termes de communauté numérique. C'était la sphère anti-vax qui, à la fin de la période du Covid-19, n'ayant plus vraiment d'objet sur lequel se mobiliser, s'était repositionnée dans un discours anti-écologie, anti-transition climatique, cherchant par tous les moyens à décrédibiliser le consensus scientifique sur ces sujets. Et c'est via ces observations sur les réseaux sociaux que, avec d'autres, nous avons eu envie de voir ce que cela représentait dans la société, comment ça fonctionnait dans la société, et pas seulement sur les réseaux sociaux, dont on sait, en particulier un réseau social comme Twitter, qu'il y a très peu de vrais gens derrière. C'est-à-dire qu'il y a très peu de vrais comptes Twitter. C'est une rareté. C'est rarement des vrais gens, en tout cas c'est des gens masqués, ou c'est des bots, ou c'est des opérations organisées, etc. C'est des gens qui ont plein de comptes. Enfin, donc l'idée c'était de voir ce qu'il y avait dans la société. Pour ça, j'ai utilisé une méthode, alors on le voit avec j'y reviendrai dans un instant, j'ai utilisé une méthode qui s'inscrit dans le cadre d'un projet que je porte maintenant depuis plusieurs années, que j'ai appelé Cluster 17, parce que c'est une approche de la société en groupe, en segments, cluster en anglais, 17, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est à partir de cette approche que je vais essayer de rendre compte des dynamiques qui traversent aujourd'hui la société en matière d'écologie. Au passage,
et si je ne le dis pas ici, je ne le dirai nulle part, au passage, ce projet prend racine au CEPEL et au département de sciences politiques, puisque une des origines de tout ça, il y en a plusieurs, mais une des origines de tout ça, c'est un projet que nous avions monté avec Laura Michel et Emmanuel Rungott, qui s'appelait projet Baroque. Ludovic avait administré et appuyé du point de vue logistique. Et c'est dans le cadre de ce projet, entre autres, que nous avions commencé à élaborer cette typologie de la société sur laquelle je reviendrai dans un instant, et aussi dans le cadre de ce projet que nous avions commencé à nous intéresser sur les freins et les obstacles à la prise de conscience, on va dire, des enjeux écologiques et aux transformations des comportements en la matière. Donc en fait, tout ça trouve ses racines dans des projets et des expériences académiques ici même, et c'en est en quelque sorte le prolongement, en quelque sorte un peu hors les murs. Donc Laura me fait signe qu'il faut que j'aille beaucoup plus vite. Je voudrais partir de quelques images que j'ai été collectées ces dernières heures sur Internet, mais que tout le monde connaît ou presque. Et j'ai intitulé cette petite séquence « Brandir l'anti-écologisme comme un marqueur et une fierté », parce que vous voyez, c'est ce genre de choses. Bon, c'est le fameux drill, baby drill de Donald Trump, qui était un de ses gymniques, un de ses grands marqueurs de campagne, déjà avant, mais alors particulièrement durant la campagne présidentielle. Le drill, baby drill, il y a tout un imaginaire autour le baby aussi. Donc c'est foron, baby, foron. Trump lui-même a donné des interviews durant la campagne où il était derrière des puits de forage en train de fonctionner, il se mettait en scène. Un de ses spots de campagne, c'est un puits de forage pris en plan fixe qui fore, c'est tout. Et c'est un des spots de campagne. Donc, alors après, ça a donné, voilà, oui, dans les meetings, les gens ont drill, baby drill, qui brandissent de manière extrêmement enthousiaste devant leurs candidats. On peut acheter le t-shirt si on veut, et en ligne. Donc on peut s'acheter, j'aime bien aussi le mannequin qui dégage quelque chose au-delà même du sujet dont on devine les orientations politiques. Ou alors aussi, ça c'est en Allemagne, campagne de l'AfD, avec un jeu de mots subtil, le diesel c'est super. Alors le diesel c'est super, c'est déjà évidemment un signal très fort à l'heure où il s'agit de passer à l'électrique et de mettre fin à l'industrie des moteurs thermiques. Donc là, ce n'est pas seulement les moteurs thermiques, c'est le diesel qu'on revendique avec fierté. Et il y a celle-là qui est assez, comment dire, qui est assez dérangeante, mais qui est extrêmement intéressante si on l'analyse. Aucun SUV n'est illégal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aucun SUV n'est illégal. Ça reprend le slogan de la gauche et des humanistes à l'égard des migrants. Donc, aucun être humain n'est illégal. Ça, c'est un des slogans de la gauche allemande. Et donc là, c'est détourné, aucun SUV. Et là, on voit sur quoi on voit ce que ça condense en termes d'imaginaire, c'est-à-dire les migrants, l'humanité, les SUV, on remplace les migrants par les SUV. Enfin, il n'y a aucun SUV n'est illégal. Et évidemment, c'est une manière de dire qu'on est à fond pro-SUV et aussi anti-migrants. C'est le même message. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, en gros, ça va être tout l'objet de la démonstration que je vais faire à partir de ce slide. C'est-à-dire que ma thèse est assez simple. Ma thèse, c'est que l'anti-écologisme est d'abord idéologique. Contrairement à tout un tas de choses qu'on lit ou qu'on entend sur ces enjeux économiques, sur le fait, sur son acceptabilité sociale, etc. Je ne dis pas que ça ne joue pas, j'en parlerai un peu, mais il y a d'abord et avant tout une dimension idéologique dans l'anti-écologisme. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la force de ce type d'affiche. C'est-à-dire qu'a priori, si l'écologie, c'était uniquement un problème d'acceptabilité sociale ou de pouvoir d'achat, il n'y a pas de raison, il n'y aurait pas de raison d'hybrider dans l'imaginaire et dans le message l'immigration et les SUV. Or, s'il y a cette opération qui est faite, c'est parce qu'effectivement, à l'état objectif, à l'état pratique, ça fonctionne en effet de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre le fait d'être anti-migrant et anti-écologique. Alors, pour le prouver, j'utilise la méthode qu'on a mis au point, donc je le disais initialement, à partir d'une étude réalisée ici même en Occitanie il y a maintenant 6 ans, en 2019. La méthode est assez simple. En fait, l'idée, c'est que les catégories traditionnelles ne fonctionnent pas, et en particulier les catégories sociologiques traditionnelles. Quand on fait des modèles économétriques, qu'on mesure leur pouvoir explicatif, on est extrêmement déçu.
quand on explique 15% de la variance avec des variables sociologiques sur des grands enjeux culturels ou des enjeux politiques, on est déjà très content. Donc 15%, c'est franchement très faible. Or, là, l'idée, c'était de trouver une manière de segmenter la société qui soit plus forte, plus explicative. Et le principe était assez simple. Le principe, c'était de positionner les individus sur des grands sujets clivants, donc de demander aux individus qu'on avait interviewés dans le cadre de l'étude qu'on avait menée en Occitanie, de leur positionner sur des grands sujets clivants et de réunir ensemble les individus qui partageaient les mêmes positions sur les grands clivages. Et donc les clusters, en gros, c'est des individus qui ont les mêmes opinions sur les grands clivages. Et à partir de cette enquête, on avait vu qu'il y avait 3 axes principaux qui structuraient la société. Un axe autour des enjeux identitaires et culturels, autour de l'immigration, de l'islam, de la peine de mort, de l'homoparentalité, des mœurs, etc. Et cet axe était de loin le plus puissant, le plus structurant dans la société française, celui qui expliquait le plus les variations d'opinion et de comportement. Il y avait un deuxième axe autour de la radicalité, en gros des individus qui étaient demandeurs de rupture forte, de transformation forte, et d'autres qui étaient demandeurs plutôt de modération et de statu quo, et un troisième axe autour des enjeux économiques, un axe assez classique gauche-droite entre des pro-État, pro-service public, pro-redistribution d'un côté, et des anti-assistanat avec des guillemets, plutôt libertariens, plutôt pro-privé de l'autre. Et donc ces 3 axes sont structurants. Alors je passe vite parce que ce n'est pas l'objet ici, mais de description de ces groupes. Vous pouvez faire le test sur le site Cluster 17 si vous voulez savoir à quel groupe vous appartenez. Mais ça, en gros, c'est la société française. La couleur, c'est le candidat qui est arrivé en tête au premier tour. Donc vous voyez que les espaces sont contigus, ce qui est une première présomption que le système fonctionne. C'est-à-dire que quand vous êtes positionné dans cet espace d'éclivage, on peut prédire pour qui vous allez voter à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est ça présidentielle. On peut aussi prédire, en gros, en tout cas comprendre et anticiper les évolutions des élections européennes, mais ce n'est pas mon sujet principal aujourd'hui, donc j'accélère. Ça, c'est l'Allemagne, ça marche aussi. Et je voudrais venir donc, sur ma thèse principale, qui est que le climato-relativisme, c'est-à-dire le climato-relativisme, en gros, ce n'est pas des individus qui forcément remettent complètement en cause le fait qu'il y ait un changement climatique de nature anthropique, mais c'est un individu qui relativise, qui dit oui, mais bon, on en fait un peu trop, c'est pas si grave, on trouvera bien des solutions, il ne faut pas exagérer. C'est ça pour moi le climato-relativisme, très, très diffusé. Le climato-scepticisme, c'est un truc un peu plus hard, c'est ceux qui soit remettent en cause le changement climatique, soit remettent en cause, et ça c'est beaucoup plus courant, vous allez le voir dans un instant, remettent en cause son origine anthropique. Et quand on regarde, ça c'est une étude qu'on avait fait au printemps 2023, donc on proposait aux gens de répondre à la question donc, sur des échantillons représentatifs d'assez grosses dimensions, là de mémoire, c'était sur un échantillon qui devait faire 2500 personnes, représentatif de la population française. Quand on demande aux individus de choisir entre il n'y a pas de réchauffement climatique, le réchauffement climatique est d'abord la conséquence d'un cycle naturel, ou le réchauffement climatique est d'abord la conséquence de l'activité humaine, sur ce tableau, on voit 2 choses. Déjà, on voit qu'il y a un quart des personnes interviewées qui ne croient pas, qui ne partagent pas le consensus scientifique et qui sont soit convaincus que c'est la conséquence d'un cycle naturel, ça c'est la grande majorité, soit qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Alors ça, on l'avait vu justement lors de l'enquête qu'on avait fait en Occitanie, parce qu'on demandait aux individus qu'on interrogeait en face à face, on leur demandait s'ils avaient vu autour d'eux des signes du changement climatique, et tu t'en souviens, j'imagine, quasiment tout le monde nous disait oui, la floraison vient plus tôt, oui, ici il y avait de la neige tous les ans, il n'y en a quasiment plus, etc., etc. Donc l'idée qu'il n'y a pas de changement climatique en France, en tous les cas, c'est une idée qui est extrêmement marginale. Par contre, que ce changement ne soit pas la conséquence d'un cycle naturel, c'est à peu près le quart des Français. Et quand vous regardez par groupe, vous voyez bien que c'est extrêmement localisé uniquement dans les groupes qui sont en bas du tableau. Et comme les groupes sont classés du plus progressiste au plus conservateur sur les questions d'immigration, sur les questions culturelles, sur les questions d'homoparentalité, sur le progressisme sociétal, ce que ça montre, c'est qu'il y a une corrélation forte entre le fait d'être progressiste et climato-convaincu et le fait d'être conservateur et climato-relativiste ou climato-sceptique. Il n'y a quasiment pas de climato-relativistes ou de climato-sceptiques dans les groupes progressistes. Il n'y en a pas. Enfin, si vous prenez les premiers groupes, multiculturalistes, sociodémocrates, il n'y en a pas. C'est proche de zéro. Ça, c'est le même tableau fait il y a 3 semaines. Donc c'est la même question, c'est un sondage représentatif de 1200 individus de mémoire. Donc on repose exactement la même question. Les groupes ont un peu changé parce que depuis, on a affiné et amélioré la méthode de segmentation, mais les résultats sont encore plus purs. Il y a quasiment vraiment plus aucun individu dans les groupes les plus progressistes qui pensent que le changement climatique soit la conséquence d'un cycle naturel. Et à l'inverse,
dans les groupes du bas, à partir des sociopatriotes, dans les groupes du bas, il y a une majorité, voire une très large majorité d'individus qui soit ne croient pas au changement climatique, soit ne croient pas à son origine anthropique, donc des climato-sceptiques durs et des climato-relativistes. Et ça, pour moi, c'est un résultat très important, parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit comme ça. Enfin, il n'y a aucune raison. Si on part du principe que l'écologie et que le rapport au climat, c'est un sujet en soi, autonome, séparé du reste des valeurs des individus et du reste de leurs attitudes profondes, alors il devrait être représenté de manière relativement équilibrée dans tous les groupes. Ce que ça montre, ce que montre ce tableau, c'est que les systèmes de valeurs, les systèmes d'attitudes sont profondément déterminants du rapport à ce type d'enjeu et à ce type de questions, et qu'il faut être conservateur, c'est-à-dire qu'il faut être anti-migrant, il faut être hostile à la diversité culturelle, il faut être conservateur sur les questions sociétales pour avoir des probabilités élevées, pour avoir des risques élevés d'être climato-sceptique ou climato-relativiste. On pourrait multiplier les manières de poser la question. Là, c'est une question sur savoir si la gravité du changement climatique est sous-estimée et correctement évaluée, exagérée, etc. Vous voyez à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire ceux qui pensent que c'est exagéré, qu'on exagère. Donc ça, c'est vraiment le climato-relativisme. On nie pas forcément, mais on dit qu'on exagère, qu'on en fait trop. Bon, ça, oui, ok, on a compris. Mais... Là, vous voyez que, pareil, il faut être dans un groupe conservateur, culturel, pour avoir des risques élevés de trouver qu'on exagère. Si on pose la question de savoir si c'est une menace très grave, une menace importante mais contenue, une réalité peu inquiétante, ça c'est une question qu'on a posée il y a 3 semaines à peu près, fin mai, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a la moitié des individus qui pensent que c'est une menace très grave. Alors, tout n'est pas complètement désespérant, hein. Je veux dire, ça reste quand même de très courtes majorités. Non, mais c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a quand même aujourd'hui une majorité. Et ceux qui pensent que c'est une menace l'emportent, mais enfin, la menace importante mais contenue, on voit bien ce que ça veut dire. Ça, c'est le début du climato-relativisme. C'est-à-dire, c'est un problème, mais il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas exagérer non plus, etc. Donc, et là aussi, on voit que c'est fortement associé au groupe auquel on appartient. Les multiculturalistes, par exemple, sont 100% à trouver que c'est une menace très grave. Les groupes les plus à gauche sont à 80% convaincus que c'est une menace très, très grave. Et quand vous descendez en bas du tableau, et c'est presque linéaire, la première colonne, vous voyez que dans les groupes les plus conservateurs, seule une petite minorité pense que c'est une menace très grave. Donc c'est effectivement très localisé en matière de système d'opinion. Bon, je pourrais multiplier les slides là-dessus. En gros, l'espace des attitudes et l'espace des attitudes en général, c'est-à-dire, et en particulier l'espace du progressisme et du conservatisme, et l'espace du climato-scepticisme versus les climato-convaincus, ces deux espaces sont globalement assez bien superposés. Et donc, je pense que ça valide cette approche qui consiste à considérer que le rapport au climat, ce n'est pas lié à des expériences personnelles, ce n'est pas lié à des pratiques personnelles, c'est d'abord lié à des systèmes de valeurs, à des systèmes d'attitudes, et en particulier, en matière de climato-scepticisme, à un système de valeurs conservateur. Après, il y a d'autres dimensions qui jouent. J'ai parlé du haut et du bas, c'est-à-dire le clivage entre ceux qui sont demandeurs de rupture, de radicalité, etc. Il y a une dimension dans le rejet de l'écologie anti-élitiste, et en particulier d'anti-élitisme culturel. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, je montre juste un slide. Est-ce que vous trouvez que les médias traitent les enjeux liés au changement climatique, ils en parlent trop, ils en parlent suffisamment, ils n'en parlent pas assez? Vous voyez, il n'y a que 39% des individus qui trouvent que les médias ne parlent pas assez des enjeux climatiques. Donc évidemment, quand on est très sensible à ces sujets, comme c'est le cas, j'imagine, de la plupart des participants à ce séminaire, ça peut paraître décevant. Suffisamment, vous voyez, ça permet de capter cette espèce de moment où on est, où en gros, il n'y a pas de forte demande, et surtout pas une demande majoritaire d'écologie. Mais là encore, comme vous pouvez le voir, si vous prenez la dernière colonne, il n'en parle pas assez, c'est très profondément associé au système de valeurs des individus. Et en gros, plus on est progressiste, plus on trouve que les médias n'en parlent pas assez, plus on est conservateur, plus on trouve qu'ils en parlent trop. Il n'y a que 1% des identitaires, à peu près 10% de la population française, il n'y a que 1% des identitaires qui trouvent que les médias ne parlent pas assez
de changement climatique. Alors, il y a aussi dans cette... Il reste combien de temps? OK. Donc il y a aussi une dimension anti-élite. Bon, je passe là-dessus, on en reparlera dans la discussion. Il y a un sentiment derrière tout ça aussi d'injustice sociale. Par exemple, quand vous posez une question volontairement clivante, hein, ce sont les plus pauvres qui payent la crise climatique et énergétique, alors que ce sont les plus riches qui en sont responsables. Là, vous avez c'est une question qui fait consensus, c'est une question qui fait assez largement consensus, à part dans les groupes les plus riches, chez les centristes, chez les libéraux, qui eux, évidemment, sont un peu plus réticents, mais même eux, quand même, ils sont majoritairement, presque, enfin, sauf les libéraux, ils sont quand même majoritairement d'accord. Mais voilà, donc cet arrière-plan d'injustice sociale liée aux politiques climatiques, aux politiques de transition, à tort ou à raison, on pourrait en discuter, mais évidemment nuit à leur acceptabilité. Il y a d'autres phénomènes qui sont très importants, et entre autres, la stratégie du passager clandestin, c'est-à-dire qui est bien connue, évidemment, des spécialistes en sciences sociales, des économistes. C'est-à-dire l'idée, en gros, là, avec le climat, on est vraiment dans un système qui s'y prête particulièrement. C'est-à-dire que on est typiquement dans la situation où ce qui est recherché, c'est un bien collectif, en l'occurrence une terre habitable, une amélioration, ou en tout cas un ralentissement du dérèglement climatique. Donc ça, tout le monde en bénéficie, et dans lequel la plupart des individus peuvent être tentés de faire payer le coût de la transition. S'il y a un coût de la transition, on peut aussi en discuter, mais bon, faire payer le coût de la transition aux autres. Et ça, on le voit dans plein de questions qu'on a posées. Je vous montre un exemple sur les éoliennes. Les éoliennes ne sont pas écologiques, donc on demandait aux individus de choisir entre ces deux propositions, toujours dans le cadre de sondages représentatifs. Les éoliennes ne sont pas écologiques et sont inutiles dans la lutte contre la crise climatique, versus les éoliennes sont efficaces et utiles dans la lutte contre la crise climatique. Ah oui, c'est parfaitement clivant, c'est parfaitement divisé en deux, c'est quasiment du 50-50. Là encore, le groupe d'appartenance est très prédictif des chances d'adhérer un énoncé pro-éolienne ou un énoncé anti-éolienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on fait varier la formulation, donc là on est à 50-50 en gros, il y a même 53% des individus qui pensent que les éoliennes sont utiles. Mais quand on pose la question comme ça, construire des éoliennes près de chez vous, le soutien aux éoliennes, il passe à 37%. Donc on perd presque 20 points de soutien, ce qui suffit à montrer que l'accord de principe n'est pas suivi d'un accord pour appliquer à soi-même, en tout cas chez un certain nombre d'individus, et encore, là il y a des individus qui ne sont pas directement concernés, qui vivent en milieu urbain, etc., pour appliquer à soi-même ce type d'aménagement ou de mesures. L'automobile, c'est quelque chose où on voit, rapport à l'avion, là aussi c'est intéressant, on a testé la mesure, vous savez, qui est proposée par Jean-Marc Jancovici, qui est de limiter à 4 vols en avion limité à 4 vols en avion, le recours à l'avion au cours d'une ville. On a testé l'adhésion à cette... donc vous avez vu, 77% des gens ne sont pas d'accord. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les groupes les plus écologiques, les sociodémocrates, par exemple, le taux de désaccord atteint 85%. Paradoxalement, il y a presque plus d'accords, il y a plus d'accords même dans des groupes du bas qui sont plutôt climato-relativistes et climato-sceptiques, mais qui sont des groupes plus populaires, des gilets jaunes qui penchent vers le Rassemblement national, qui de toute façon ne prennent pas l'avion, pas beaucoup, en tout cas pas plus de 4 fois dans leur vie. Alors eux, ils sont plutôt d'accord. Ça, c'est typique du free riding, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas concerné, une minute, on est d'accord pour appliquer des mesures qu'on n'est pas d'accord, qui sont en gros qui pénalisent les autres et pas soi-même. La position des sociodémocrates sur cet enjeu est ici particulièrement emblématique. C'est un des groupes les plus convaincus et un des plus en désaccord. Bon, j'avais d'autres choses à montrer. Sur la voiture, pareil, des éléments de difficulté à trouver un accord pour... et ça, moi, je l'aime bien, cette mesure, d'abord parce qu'elle a été mise en œuvre aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont été contraints, c'est Laura qui m'avait indiqué cette mesure qui est assez passionnante, en effet, de réduction de la vitesse sur autoroute aux Pays-Bas, donc à 100 km/h dans le cas des Pays-Bas, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Quand vous testez une telle mesure, alors, cette mesure ne coûte rien. Cette mesure, c'est l'inverse même. Elle rapporte un peu d'argent parce que quand on roule un peu moins vite, on consomme un peu moins de carburant, donc elle n'a aucun coût économique, elle est même profitable sur le plan économique. On voit qu'il y a un désaccord très majoritaire des 2/3 pour appliquer une mesure telle que la réduction de vitesse sur autoroute, même dans des groupes
qui sont plutôt sensibles aux enjeux écologiques, qui sont partagés sur un sujet comme ça. Et on l'a testé dans d'autres pays, en Wallonie, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on a les mêmes résultats. Et pour terminer, sur le poids du pessimisme, qui me semble un dernier obstacle à tout ça, là, on a posé donc récemment, il y a quelques semaines, la question de savoir si les individus avaient confiance dans notre capacité collective à atténuer les effets du changement climatique dans les prochaines années. Vous voyez, la confiance est très faible, l'ambiance est dépressive. Il y a 71% des sondés sur un échantillon représentatif qui n'ont pas confiance, et pas du tout confiance, on monte à 29%, mais on est à 29%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde est dans une situation de faible confiance, mais l'absence est encore plus forte chez les plus écologiques. Et ça, évidemment, c'est un obstacle supplémentaire parce que, enfin, probablement, alors là, on utilise des outils de psychologie sociale qui ne sont pas mon domaine de compétence, mais j'ai quand même l'intuition que cette dépression collective en matière de capacité collective à réagir aux enjeux climatiques n'est pas porteuse de mobilisation, n'est pas porteuse d'efforts, de services, etc. Donc voilà, donc le propos est assez pessimiste. Je pourrais être un peu plus optimiste pour terminer si j'avais eu le temps d'être un peu plus optimiste, mais on m'en empêche. Donc je termine de manière pessimiste. Je serai peut-être un peu optimiste dans la discussion tout à l'heure s'il y a une discussion. Merci de m'avoir écouté. Merci Jean-Yves pour cette présentation. Alors on va peut-être faire un petit tour de questions qui restent vraiment dans le domaine de la présentation de Jean-Yves. Moi j'avais juste une micro-question méthodologique. Quand vous posez ces questions à ces différents clusters, à ces différents groupes, au préalable, vous les avez établis, ces groupes, en leur posant des questions. Est-ce que c'est bien ça? Et donc, ces groupes-là, vous les gardez pendant des mois, des années? Vous réinterrogez les mêmes personnes? Ou c'est pour, à chaque enquête, vous refaites des groupes? Alors, on les repose pas. Ces 30, elles sont sur le site. Donc, si ça vous amuse, vous pouvez aller vous-même tester et voir dans quel groupe l'algorithme vous inscrit, à quel groupe vous appartenez. On a fait 2 clusterisations en France pour l'instant. On avait celle-ci qui est la dernière qu'on a mis en œuvre au début de l'année et une qu'on a fait entre 2019, donc l'enquête qu'on avait réalisée ici en Occitanie, et 2024. On a refait la segmentation pour 2 raisons. Bon, déjà parce qu'on maîtrisait mieux notre outil, on avait des idées d'amélioration, mais surtout parce que la société s'est beaucoup polarisée en 5 ans. Et on a fait repasser ce même test à des individus qui l'avaient passé en 2021, fin 2024. Et les individus, en moyenne, étaient plus radicaux, que ce soit plus radicaux à gauche, sur les questions progressistes, et plus radicaux à droite sur les questions conservatrices et identitaires. Ce qui est une preuve objective d'une société en train de se polariser. Et le groupe des identitaires, par exemple, faisait presque 20% de notre échantillon fin 2024. Donc, il était beaucoup trop gros. Il avait beaucoup trop grossi au cours de la période. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont très conservateurs et très identitaires à la société française, ce qui va de pair d'ailleurs avec le sujet du backlash écologique dont on parle. Et concrètement, on ne le fait pas repasser à chaque enquête parce que ce serait fastidieux, mais on l'actualise régulièrement. D'accord, merci. Donc peut-être on va faire un petit tour de questions. Si vous avez des je ne sais pas. je peux vous passer le micro. Ici, il y a une question. D'abord là-haut. Oui, bonjour. J'avais une question sur l'absence de représentation des écolos dans les clusters. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas un groupe assez consistant qu'on puisse nommer écolo. Est-ce que c'est parce que vous avez fait des comparaisons internationales et qu'on ne les retrouvait pas sur les autres pays? Et le deuxième point, est-ce qu'on a une idée sur la localisation de ces gens, enfin sur les plus réfractaires par rapport aux villes qui ont été prises justement par les écolos aux dernières municipales? Est-ce que ça a un effet pro-backlash, ou au contraire, la preuve par l'action qui fait qu'il y a moins de backlash, enfin de public enclin au backlash dans ces villes? Merci. On en prend une deuxième peut-être? Merci Jean-Yves, c'est toujours très éclairant. Comme on parle de transition, justement, ma question est liée un peu à celle de Mathias. Est-ce qu'on peut utiliser ces catégories pour comprendre le déplacement des gens d'une catégorie à l'autre? Et notamment, j'imagine que ça peut être lié
puisque ça peut ne pas être vraiment une question écologique, mais plutôt liée à l'utilisation de ces sujets comme totem de positionnement politique. Si c'est pas, on ne peut pas lier ça au fonctionnement des plateformes de réseaux sociaux qui essentiellement, si j'ai bien compris, essayent de minimiser le dislike. Que personne ne veut se retrouver à afficher quelque chose qui n'est pas apprécié par son groupe d'amis. Et du coup, il crée des circulations d'informations et les lots fermés. Je ne sais pas si vous pouvez rejoindre ce genre d'approche. Répondre toutes les questions et puis on prendra une réponse assez rapide, sachant qu'on garde le temps pour la discussion à la fin. Et oui, peut-être ici, il y en a qui sont plus générales. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question qui est vaste, mais je suis sûre que tu pourras répondre de manière synthétique. C'est que on a envie de savoir qui sont ces climato-sceptiques ou ces climato-réfractaires sur leurs caractéristiques un peu sociodémographiques. Moi, je me demandais notamment ce qu'on peut dire sur les milieux sociaux. Est-ce que c'est transclasse? Est-ce que, comme le vote RN, c'est diffusé dans différentes sphères sociales? Et je me demandais, c'est notamment les questions sur la vitesse ou sur les voitures, s'il y avait un enjeu de genre, qui est quelque chose qu'on a déjà essayé d'explorer quand on avait fait le projet Baroque. Et ma deuxième question, elle est peut-être moins simple à poser. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta thèse. Pourquoi c'est si important de montrer que c'est idéologique et qu'est-ce que ce serait, si ce n'était pas idéologique, l'origine de cette opposition? Pour le dire autrement, enfin, comment alors, une autre question, mais qui est aussi très large, du coup, c'est comment on explique l'évolution et l'importance de ce développement du climato-scepticisme soft. Est-ce que c'est quand même pas lié aussi comme des thèses qui se sont développées sur l'explication du vote RN par une diffusion du racisme, par les expériences, mais les expériences localisées, c'est-à-dire les expériences dans les groupes d'appartenance, dans les interactions quotidiennes, etc. Merci. Moi, je propose que peut-être, Jean-Yves, tu commences à répondre, parce que là, ça fait déjà trois longues questions. Mais là, c'est compliqué de répondre vite à ce genre de questions. Vas-y, prends ton temps. Et puis, enfin, ton temps, pas trop non plus, jusqu'à 50. Je ne les ai pas notés, là. Je ne suis pas sûr de la méthode, quand même. Oui, mais on a dit qu'on en prenait 2 au début. OK. Moi, je veux bien. Je crois que je les mémorise à peu près. Réponds et on reprendra. D'accord. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Il n'y a pas de cluster écologiste parce que l'écologie, il y a très peu d'individus qui ne sont qu'écologistes, tout simplement. C'est-à-dire que on peut être écologiste, et d'ailleurs ça n'arrive presque jamais, mais et antiféministe, et xénophobe, et pro-système. On peut être écologiste et anti-système. On peut être écologiste et progressiste. Alors, de fait, ce que montre la méthode, c'est ça ma thèse. Ce que montre la méthode, c'est que l'écologie, elle est associée très profondément à d'autres valeurs qui font système et qui caractérisent ce qu'on appelle des attitudes anti-écologie sociale. Donc l'écologie s'inscrit dans des attitudes profondes. C'est ça ma thèse. Pourquoi c'est important? C'est important parce que sinon, ça ne serait pas exploitable politiquement. Ça ne pourrait pas donner lieu à un clivage politique. S'il y avait des anti-écolos partout et s'il y avait des pro-écolos partout, les partis politiques, tu ne pourrais pas avoir les affiches de l'AfD. C'est-à-dire que si l'AfD peut faire une affiche qui mêle la question migratoire et la question écologique, c'est parce que ses électeurs sont à la fois anti-migrants et anti-écolos. Donc ça permet d'anticiper ça. Ça permet de comprendre que ça va devenir un clivage politique. Ça permet de comprendre que la vague conservatrice est aussi une vague anti-écologique et qu'elle ne peut pas ne pas l'être. C'est-à-dire que c'est sa nature même, sa nature profonde, c'est la demande sociale à laquelle elle répond, c'est sa base sociale qui veut ça. Donc c'est très important de bien comprendre que ce n'est pas une lecture socio-économique, par exemple, qui permet de comprendre ça, parce que par rapport à ton autre question, il y a des gens très riches dans ces conservateurs anti-écolos, et il y a des gens très populaires, comme dans l'électorat du RN d'ailleurs, de plus en plus. Pas encore tout à fait, mais on commence à voir ça aussi dans l'électorat du RN. Tu habites dans le 16e arrondissement de Paris, à Versailles, à Neuilly, et tu peux rouler en SUV, être très anti-écolo et très aisé.
Et tu peux habiter à Hénin-Beaumont, être gilet jaune de rond-point, etc. Et être très anti-écolo aussi. Précisément du fait de ces systèmes d'attitudes et de valeurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sur certains sujets sont même opposés, mais qui sur ces questions-là se retrouvent. C'est-à-dire sur le rejet de l'écologiste, sur le rejet du migrant, sur le rejet du technocrate bruxellois qui nous impose des politiques de transition qui n'ont jamais été débattues et qui vont contre nos valeurs et nos traditions. Il y a un ciment là, il y a quelque chose qui fédère ces groupes, et c'est ça qui fait la puissance de ce backlash, et c'est ça qui fait la puissance de cette vague conservatrice. Donc c'est très important de bien le décrire, et de comprendre que ça ne se distribue pas au hasard, que ça n'obéit pas à des logiques socio-économiques, mais que ça obéit à une logique qui est beaucoup plus culturelle et beaucoup plus identitaire. C'est en tout cas la thèse que j'essaye d'abord de prouver et de défendre. Pardon ? Oui, c'est un peu sur les réseaux sociaux, c'est ça, sur le rôle des... C'est ça que j'ai compris, mais... D'un groupe à l'autre. Ah, les individus bougent assez peu, parce qu'en fait, ce qu'on capte avec cette approche, c'est ce que la psychologie sociale appelle des attitudes. C'est-à-dire quelque chose qui, par définition, est très peu mouvant. Les attitudes, c'est ce qui fait le lien, en psychologie sociale, entre la personnalité profonde et les choix, les goûts, etc. Donc c'est une espèce de logiciel individuel, une espèce de matrice de décryptage qu'on a tous en nous, qu'on a incorporé, qui prend plein de noms en sociologie d'ailleurs. La notion d'habitus chez Bourdieu n'est pas si éloignée de ça au fond. Et simplement ça opérationnalise ce genre de choses, donc ça bouge assez peu. C'est-à-dire que tout simplement parce que tu ne changes pas, les individus ne changent pas, nous-mêmes on ne change pas d'avis. Je veux dire, très peu, non, sur les sujets importants, très peu. Quelqu'un qui est féministe, dans 2 semaines, dans 6 mois, il sera encore féministe. C'est très rare de basculer, ça arrive, hein, il y a des basculements, ils sont très intéressants, mais quelqu'un qui est écologiste, il ne devient pas anti-écologiste du jour au lendemain. Quelqu'un qui a confiance dans les élites, il ne devient pas anti-système radical du jour au lendemain, etc. Donc les grandes attitudes, les attitudes profondes, elles sont stables. Et c'est ce que là, on cadre. Alors, là, il y a un niveau de granularité tel que ça bouge un peu, mais ça bouge dans les mêmes... parce que c'est le principe arbitraire de faire des groupes. Il y a des frontières, il y a des gens qui sont à la frontière, il y a des gens qui sont tout près de la frontière. Donc, empiriquement, si tu refais le test, tu as les individus bougent, mais ils bougent dans les mêmes sous-espaces de l'espace social. C'est-à-dire, il n'y a personne ne passe de multiculturaliste à autoritaire. On n'en a pas, nous, dans nos tests. Ça n'existe pas, en fait. Parce qu'encore une fois, ce qu'on capte sont des attitudes profondes et qui sont, entre autres, prédictives d'un rapport à l'écologie. On en a 200 000. Oui, on a 200 000 individus dans un panel dont 120, 130 000 ont fait ce test, pas tous. Et donc, on les réinterroge à date régulière et on regarde leur évolution. Donc, et on regarde comment leurs attitudes changent. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des mouvements. Hein. Par exemple, il y a des mouvements de radicalisation, mais c'est sur les mêmes versants. En fait, les progressistes sont devenus plus progressistes. C'est le principe de la polarisation. Et les conservateurs identitaires sont devenus plus conservateurs et plus identitaires. Et là, on est aujourd'hui, à ce stade, à l'instant T, on est dans une dynamique de polarisation. Et le backlash écologique, il faut le comprendre aussi à l'intérieur de cette dynamique de polarisation. On va peut-être prendre deux petites dernières questions. Ça ne veut pas dire qu'on n'en reparlera pas après, mais c'est pour qu'il y ait la deuxième intervention et des discussions peut-être plus générales ensuite. Donc une ici, c'est ça ? Je pose la question. Ou celle en ligne d'abord. Ouais, je lis la question en ligne et j'apporte le micro. Antoine Gaborieux demande, est-ce que des mesures spécifiques déjà adoptées ont été testées ? Le ZAN, zéro artificialisation nette, par exemple, qui est une des grandes mesures emblématiques de ces dernières années et qui est remis en cause aujourd'hui. Oui, Oui, merci pour la présentation. J'avais deux questions rapides. La première, alors les slides ont été un peu vite, mais j'avais l'impression qu'il y avait, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une grande homogénéité dans les partis progressistes des personnes interrogées et que finalement il y avait 2 grands ensembles, 2 pôles d'attitude. Néanmoins, dans la partie, on va dire, conservatrice, réactionnaire, bref, la plus à droite, il y a des écarts assez conséquents, du simple au double, voire même du simple au triple, suivant les questions, ce que j'ai vu un peu rapidement, suivant les questions.
Et comment on peut expliquer cette variation interne dans le pôle de droite, pour le dire rapidement, à l'intérieur à chaque question. La deuxième question que j'avais, elle était un peu au plan méthodologique, à peu près. Si le principe de l'enquête par segmentation consiste à s'intéresser à des attitudes, en fait, ce qui détermine les différents segments. Si ta thèse, c'est de dire que en matière d'écologie, c'est pas une question, et ça je le comprends, je vois l'intérêt, c'est une question technique, de scientifique, mais en fait ça traduit de la politique. Mais si c'est ça, on explique finalement à la fin que des gens plus ou moins progressistes ou plus ou moins conservateurs expriment en matière d'écologie des positions plus ou moins progressistes ou conservatrices. Et du coup, est-ce qu'on ne perd pas ce qu'on avait peut-être d'une certaine manière dans les vieilles variables, c'est-à-dire les explications de ces attitudes qu'on retrouve de part et d'autre de notre schéma explicatif? Savoir pourquoi les conservateurs sont conservateurs, pourquoi les autoritaires le sont, en réintroduisant c'est quoi leur âge, leur sexe, leur niveau d'instruction, etc., etc. Et ça, ce serait mon autre question. Oui. Non, mais toutes ces questions, le problème, c'est que c'est des questions majeures, méthodologiques, limite épistémologiques, etc. Alors, je suis d'accord, oui, ce que ça montre, c'est que les progressistes sont pro-politique climatique et sont climato-convaincus, et que les conservateurs, pas tous, c'est là l'aspect un peu plus optimiste du discours si j'avais eu le temps, mais les conservateurs ont une composante climato-relativiste, climato-sceptique forte, et sont plutôt hostiles, ça fait un lien avec la question qui a été posée en ligne, d'ailleurs, sont plutôt hostiles aux politiques de transition ou aux politiques écologiques en acte. Parce qu'une des raisons du backlash, c'est que l'écologie, tant que ça reste un sujet de principe, un sujet abstrait, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, d'ailleurs, le discours dominant, tu t'en souviens peut-être, tu es un peu moins jeune que moi, mais tu as peut-être entendu la queue de comète de ce gars, c'est-à-dire, mais tout le monde est écologique, mais l'écologie, c'est pas politique, mais l'écologie, il y a pas, vous arrêtez de politiser l'écologie. Ce n'est pas de ça, c'est-à-dire, c'était vraiment le discours ambiant jusqu'à une période finalement assez récente où c'était, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est un truc qui peut paraître aujourd'hui assez étrange. Et parce que qui, comme ça, va dire je veux le dérèglement climatique? Enfin, personne n'est pour le dérèglement climatique. Qui va dire je veux la fin de la biodiversité? Qui veut dire je veux la pollution des fleuves? Personne n'est pour la destruction de la planète. Donc, tant qu'on reste sur des questions abstraites et tant qu'on reste sur des positionnements abstraits, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas d'opposition. Dès qu'on commence à mettre en œuvre des politiques, ne serait-ce qu'à les laisser même imaginer et envisager, là, il commence à y avoir des résistances de toutes sortes. Et sur le ZAN, qu'on a testé dans un sondage il y a quelques semaines, le ZAN, enfin bon, peu importe, on retrouve à peu près les mêmes clivages. C'est très clivant, et on retrouve la même logique, quoi. Les progressistes sont pour et les conservateurs sont contre. Alors après, il y a d'autres variables qui peuvent jouer, et les variables sociologiques, maintenant, elles ne fonctionnent pas. Mais elle ne fonctionne pas beaucoup. Alors, si, il y a la variable d'âge qui compte un peu, c'est-à-dire les jeunes sont plus pro-climat que les personnes âgées. Effectivement, le fait d'être âgé favorise le fait d'être conservateur. Donc, il y a quand même une petite... mais il y a beaucoup de seniors progressistes et il y a beaucoup de jeunes réactionnaires, voire ultra-réactionnaires aujourd'hui. Donc, c'est la part d'explication qu'on aura quand on va faire des modèles économétriques utilisant les variables sociologiques, c'est comme avec le vote. C'est comme avec le vote. Avec le vote, avec ces modèles-là, même en les dopant au maximum, on explique 15% de la variance. C'est-à-dire très peu. On ne peut pas prédire un vote en connaissant le profil social d'un individu aujourd'hui. Et ben, c'est à peu près la même chose avec ces sujets-là. Parce que aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être appartenir aux classes populaires et être pro-climat, on peut être climato-sceptique et populaire, on peut être bourgeois, enfin, on peut être diplômé, urbain, etc., et très pro-climat, et puis dans le 16e arrondissement à Versailles, très climato-sceptique, etc., parce que ça obéit à des logiques qui sont des logiques idéologiques. Merci Jean-Yves. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets dans la deuxième partie de la discussion ensuite. Et donc, on va donner la parole à Sylvain. Alors, peut-être tu veux prendre les télécommandes
pour faire dérouler les slides, en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup pour atteindre ton diaporama. Voilà. On te laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Voilà. 25. 25, ok. Merci. Merci Laura, merci Tiffany, merci l'équipe pour l'invitation. Donc là, on va passer, essayer de montrer comment le backlash écologique se joue aussi dans les politiques publiques, à travers les politiques publiques, et en l'occurrence à travers les politiques de l'eau. Donc je m'appuierai sur un ouvrage récemment paru qui s'appelle « L'eau, une affaire d'État », enquête sur le renoncement écologique. Enquête sur le renoncement écologique, pas sur un renoncement écologique, parce que j'ai un peu la prétention de dire que l'eau est une sorte de petit laboratoire, et en tout cas un poste d'observation intéressant pour observer ces tendances au backlash ou au renoncement écologique. Alors quelques mots des conditions d'écriture. Alors c'est un essai, hein, c'est un essai qui est tiré d'une HDR, donc c'est pas pour vous l'achetiez, mais c'est pas un truc très académique, ça repose sur une recherche académique, mais c'est pas un format académique, c'est plutôt une contribution au débat public, donc en mode essai. Donc c'est tiré de l'HDR, d'une HDR, soutenue en 2023, mais le contexte d'écriture, c'est aussi la sécheresse historique de l'été 2022 et les réponses politiques qui lui ont été apportées. Donc le fameux plan eau annoncé par Macron sur les rives du lac de Serpenson en mars 2023. C'est ça, mais c'est aussi les mobilisations agricoles de l'hiver 2023-2024 et leur réponse politique à elles. Vous vous rappelez de cette image de Gabriel Attal assis au milieu d'officiels, mais aussi d'agriculteurs, de représentants agricoles, qui fait toute une série d'annonces qu'on peut qualifier de repli majeur, de renoncement majeur sur le plan de l'écologie. Mise en pause réglementaire sur les zones humides, mise sous tutelle du préfet de l'Office français de la biodiversité. J'en passe, c'est des meilleurs, des annonces sur les pesticides qui suivront aussi, j'en parlerai rapidement. En tout cas, voilà, un moment fort, de mon point de vue, du renoncement écologique. Alors, les politiques de l'eau, la gestion de l'eau, c'est une affaire environnementale depuis au moins les années 90. Je ne reviens pas du tout sur cette historique, mais les politiques de l'eau sont des politiques environnementales, au moins depuis les années 90. Et aujourd'hui, ça l'est particulièrement. Il y a des grandes lois, 92, des directives européennes qui ont eu tendance à écologiser cette gestion de l'eau, qui n'était pas au départ une question écologique, c'était plutôt une question de partage de la ressource, d'absence de pollution, mais pour les autres usages plutôt qu'un enjeu de protection des milieux. L'eau, c'est un enjeu écologique, c'est un peu sa spécificité, de mon point de vue, qui est particulièrement gouvernée. Il y a une forte institutionnalisation de la gestion de l'eau, alors qui est matérialisée par ce schéma que je ne vais pas commenter, mais il y a beaucoup d'organisations qui traitent de la gestion de l'eau, notamment ces agences de l'eau qui sont les grands financeurs de la gestion de l'eau, des comités de bassin qui sont des sortes de parlements, présentés comme des parlements de l'eau à une échelle hydrographique. Ici, on est sur le territoire du bassin Rhône-Méditerranée. Et donc, il y a 6-7 grands bassins en France. Donc, il y a des échelles particulières, il y a des acteurs particuliers, l'Office français de la biodiversité qui fait de la police de l'eau, les services de l'État. Il y a aussi des moyens financiers assez conséquents. Les agences de l'eau, elles seules, gèrent près de 2,2, même 2,3 milliards d'euros chaque année. Donc, il y a quand même des capacités d'action. On peut dire que le pouvoir infrastructurel de l'État, pour reprendre l'expression de Michael Mann, est quand même assez fortement développé dans le domaine de l'eau par rapport à d'autres enjeux environnementaux. L'État a des moyens pour mettre en œuvre ces décisions, on pourrait dire. Donc ça génère toute une série de réalisations, de matérialisations. La France a été couverte de stations d'épuration depuis les années 60. Il y a, alors c'est le petit schéma en bas à gauche, des systèmes pour protéger les aires d'alimentation de captage pour l'eau potable. Il y a des zones non traitées par les agriculteurs en bordure de cours d'eau. Il y a beaucoup d'opérations de restauration écologique. On efface des seuils, des barrages pour favoriser la circulation des poissons, des sédiments, ce qu'on appelle les continuités écologiques. Bon, donc il y a beaucoup de réalisations effectives. Donc le propos, ce n'est pas de dire que rien ne se fait dans la gestion de l'eau, que les politiques de l'eau, ça ne sert à rien. Il y a énormément de moyens, il y a énormément de réalisations. Mais même sur cet enjeu très fortement gouverné, avec beaucoup de capacité d'action, on observe des tendances à ce que j'appelle le renoncement écologique, et que je définis comme un abandon volontaire de la prétention à protéger la nature, les écosystèmes.
Voilà, donc dans l'HDR, je développe une approche systémique de la gestion de l'eau. Alors l'idée, c'est, je la fais courte, mais c'est de dire que la gestion de l'eau, en fait, elle est formatée par tout un tas de politiques publiques qui dépassent les seules politiques de l'eau. Des politiques qui ont un lien avec l'environnement, les politiques du climat, de la biodiversité, etc. Mais aussi des politiques très extérieures au secteur environnemental, politiques agricoles, d'aménagement du territoire, du tourisme, des politiques constitutives aussi, régaliennes, comme les politiques de réforme de l'État, les politiques budgétaires, judiciaires. Et donc finalement, la thèse que je défends, c'est que pour comprendre ce qui se passe dans la gestion de l'eau, il faut appréhender l'action publique comme un ensemble, comme un tout, comme un système. Ah non, pardon, c'est pas là, c'est là. Donc ici, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de cette question de l'accumulation des politiques publiques, de l'articulation des interdépendances entre politiques sectorielles qui produisent cette gestion de l'eau particulière, qui repose sur toute une littérature très, très florissante aujourd'hui. Mais je me concentrerai sur la question du backlash écologique ou du renoncement écologique. Alors il y a, bon, en 3 points, hein, je commencerai par rappeler que les résistances, tu l'as dit un peu Laura, mais à l'écologisation, elles sont très anciennes, ça ne date pas d'hier, donc je voudrais quand même le rappeler. J'insisterai ensuite sur le fait qu'il y a des formes de backlash ou de renoncement un peu inédites, assumées depuis quelque temps. Et puis, pour terminer, et ce sera aussi pour conclure, j'essaierai de défendre l'idée que le renoncement écologique, c'est aussi un renoncement démocratique. Donc, premier point, des résistances anciennes, classiques à l'écologisation. Bon, ce n'est pas la peine de trop s'attarder là-dessus. Il y a toujours des groupes d'intérêt qui s'opposent aux propositions de loi, aux projets de loi en matière d'écologie, groupes d'intérêt économiques ou pas d'ailleurs, des ministères sectoriels, agriculture, industrie. Et puis bien sûr le Sénat, un acteur incontournable du backlash écologique, à droite depuis les débuts de la Ve République, sauf pendant 3 ans, il me semble. Et donc ça structure un fonctionnement politique global, c'est un peu l'idée que je défends aussi, qui est plutôt défavorable à l'écologie. On a eu une grosse actualité au Sénat, il y a eu la proposition de loi Duplon il y a quelques jours, détricotage du ZAN, bon, etc. Donc c'est vraiment une institution très motrice sur les questions de backlash. Avec une forte écoute de la part de Matignon, de l'Élysée et de leur cabinet, mais aussi des préfets à l'échelle locale. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, notamment sur les préfets. Donc je ne vais pas trop insister sur cet aspect. Quelques illustrations. Donc les résistances, elles émanent bien sûr de l'agriculture productiviste. Alors évidemment, je ne mets pas toute l'agriculture dans le même sac. Il y a beaucoup de diversité. La grande majorité des terres agricoles ne sont pas irriguées. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'utilisent pas de produits, etc. Donc ce n'est pas l'agriculture, c'est un certain paradigme agricole défendu par des représentants agricoles particuliers, comme la FNSEA, le ministère de l'Agriculture. Donc il y a des traceurs de ce backlash environnemental. Il y a la question des nitrates, avec une actualité aussi, parce que la Commission européenne vient d'annoncer qu'elle saisissait la Cour de justice pour non-respect du taux de nitrate dans l'eau potable distribuée dans un certain nombre de zones en France. Donc c'est les algues vertes, hein, c'est les engrais, c'est l'élevage intensif. Il y a la question, c'est intéressant, mais pour moi, le meilleur traceur du renoncement écologique, c'est les pesticides. Et là aussi, il y a quand même une grosse actualité. On a changé, alors suite aux mobilisations agricoles de 2023-2024, la décision a été prise de changer d'indicateur pour suivre l'utilisation de pesticides. Et donc le nouvel indicateur retenu qu'un indicateur européen, en fait, en utilisant le même volume de produits, même nombre de kilos de produits, en fait, comme ça ne tient pas compte de la toxicité du produit utilisé, ça peut donner l'illusion d'une réduction de l'utilisation. Donc il sera très facile d'atteindre les objectifs du plan éco-phyto avec ce nouvel indicateur, puisqu'on a changé le thermomètre. La loi Duplon aussi, il y a quelques jours, qui réintroduit des néonicotinoïdes, qui facilite beaucoup l'utilisation de pesticides, en revenant sur la dissociation, vente, conseil de pesticides, bon, etc. En tout cas, c'est un très très bon traceur du renoncement. Et ça, c'est la gestion plutôt qualitative. Et sur la gestion quantitative, on a ce gros programme de relance de l'irrigation agricole avec le Varenne agricole de l'eau de 2021-2022. Il y a eu des années d'évolution un peu en dents de scie sur l'irrigation agricole. Là, clairement, depuis 3, 4 ans, 5 ans, on a pris nationalement l'orientation de la relance assumée massive du stockage pour l'eau agricole à l'occasion du Varenne. J'ai mis une petite citation là, de Castex, clôture du Varenne. L'accès à l'eau doit évoluer pour dégager de nouvelles ressources pour les besoins agricoles. La France doit concilier l'indispensable, l'incontournable transition écologique et la non moins nécessaire création de richesses. Tout ça habillé par un discours sur la souveraineté alimentaire
etc. Donc, tout ça est connu, je passe. Il y a des beaux exemples aussi sur l'énergie, où il y a des tensions entre production hydroélectrique, production nucléaire et préservation des écosystèmes. Bon, bah, dans un contexte où on relance massivement le nucléaire et l'énergie décarbonée, ça pose tout un tas de questions pour l'eau, soit parce que les rejets de centrales nucléaires produisent une eau plus chaude et donc posent des questions environnementales en aval des centrales, soit parce que EDF sait très bien négocier ses obligations en termes de continuité écologique quand elle produit de l'hydroélectricité. Donc c'est un exemple. On a parlé du ZAN tout à l'heure. On a aussi des tensions très fortes voilà, sur le ZAN ou sur la hiérarchie des normes. Les documents de gestion de l'eau sont supérieurs dans la hiérarchie des normes aux documents d'aménagement du territoire. Et dans nos travaux, on a pu montrer que ces obligations étaient soit instrumentalisées, soit contournées, etc. Et au niveau local, et dans tous les cas, au niveau national, les associations d'élus locaux, comme l'AMF, sont très, très fortes pour voilà, demander et obtenir des allègements de normes qui peuvent relever du renoncement écologique, et le ZAN peut le montrer assez bien. Associations d'élus qui ont des relais très forts au niveau national, et notamment au Sénat. Donc ça, c'est assez classique, c'est des tensions entre, on va dire, des politiques d'usage de l'eau, entre usagers de l'eau et environnement. Il y a aussi des choses moins visibles. Dans cette approche systémique, là, j'essaie de montrer aussi qu'il y a des ministères très éloignés de l'environnement qui pèsent très fortement sur la gestion de l'eau. Alors évidemment, c'est le cas de Bercy, du ministère des Finances, qui a un impact sur toutes les politiques sectorielles. Mais les arbitrages de Bercy sont souvent défavorables à l'écologie. Un exemple sur le budget des agences de l'eau, principal financeur des politiques de l'eau. Après les années 2010, il y a eu un système de prélèvement exceptionnel sur le budget des agences, donc de l'ordre de 10 à 20% par an. Puis ont été mis en place des plafonds mordants, donc au-delà d'un certain montant, les recettes des agences de l'eau basculent dans le budget général de l'État. Et donc ça affaiblit considérablement les acteurs de l'eau. Et puis la sphère judiciaire aussi, je trouve, ce qui se passe dans la sphère judiciaire informe sur des formes de renoncement écologique. Je défends l'idée d'une impunité environnementale de fait. Le fonctionnement de la justice aujourd'hui ne permet pas d'assurer une mise en œuvre effective du droit de l'environnement, soit parce que les moyens de contrôle ne sont pas suffisants, soit parce que vous avez des procédures d'alternatives aux poursuites qui sont en fait des procédures majoritaires de traitement des atteintes à l'environnement. Transactions pénales, vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Nestlé, où là, c'est une convention judiciaire d'intérêt public qui a été proposée à l'entreprise et qui a fait beaucoup débat. Mais voilà, donc ce qui se passe aussi dans ces ministères et dans ces secteurs structure la gestion de l'eau. Donc en fin de compte, sur cet aspect, on a une forme de gouvernement par l'extérieur de la gestion écologique de l'eau. Par l'extérieur, c'est-à-dire que la gestion de l'eau est autant pilotée par le ministère de l'Agriculture, la FNSEA, les inspecteurs des finances de Bercy, les préfets, l'AMF, etc., que par le ministère de la Transition écologique, ou les agences de l'eau. On a une grande stabilité des arrangements institutionnels et des compromis sociopolitiques autour de la gestion de l'eau. Ça bouge très peu. Et on a même des formes de verdissement conservateur, c'est le titre de l'HDR. C'est-à-dire qu'on tolère des formes d'écologisation tant que ça ne perturbe pas trop les arrangements institutionnels et les compromis sociopolitiques, et ça peut même permettre de les actualiser et de les consolider. Voilà, bon, ça c'est assez connu. On a aujourd'hui des formes de recul de plus en plus largement assumées politiquement. C'est ce que disait un peu Jean-Yves tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment, jusqu'à une certaine époque, d'être dans une sorte de discours réformiste, libéral, un peu ronronnant sur le développement durable, ou ce que Macron a appelé l'écologie à la française, bon, etc., par opposition à l'écologie punitive. Des choses relevant du techno-solutionnisme, des solutions économiques, des incitations, etc. Mais tant qu'on en restait à l'énoncé de grands principes, ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, on est dans autre chose. C'est-à-dire on est passé à autre chose. On est passé à une critique assez frontale de l'écologie, qui est peut-être en train de devenir dominante, en tout cas sur une partie de l'échiquier politique. Donc critiquer l'écologie, les politiques environnementales, et l'assumer, c'est perçu comme de plus en plus rentable politiquement par toute une partie du champ politique. Dans le domaine de l'eau, on a beaucoup d'exemples. Je revenais sur les annonces de Gabriel Attal en janvier 2024. On parlait de la proposition de loi Duplon il y a quelques jours.
avec une partie du champ politique qui concerne d'abord la droite, le RN et une partie des macronistes. Alors bon, la droite opère un virage assez net sur la critique de l'écologie. Il y aurait un travail à faire sur les programmes sans doute, mais avec des têtes de pont comme Laurent Wauquiez, Retailleau bien sûr aujourd'hui, toute une partie de la droite. Les affinités entre l'écologie et la droite, ça n'a jamais été très évident, c'était plutôt une affaire d'individus portant ces sujets-là. On parlait de Chantal Joanneau tout à l'heure, il y a quelques têtes connues comme ça, mais globalement, ce n'est pas forcément dans le référentiel de la droite, des LR aujourd'hui. Les RN, n'en parlons pas, c'est plutôt... il y a eu un discours sur le localisme à une époque, teinté d'agrarisme, de défense des animaux aussi un petit peu, et puis sur l'eau, c'est beaucoup du technosolutionnisme, c'est réduire les fuites, développer des ressources, stocker l'eau. Et aujourd'hui, c'est plutôt un discours très critique vis-à-vis de l'écologie, c'est pas d'éoliennes, plus de TVA sur les carburants, il faut plus subventionner les associations de protection de l'environnement, etc., etc. Et une partie des macronistes, là je pense qu'il y a un travail à faire, hein, on sent bien que l'écologie n'a jamais été au cœur du référentiel macronien ou du macronisme. Il y a eu, c'était en dents de scie, c'est-à-dire qu'on se rappelle du discours sur la fin de l'abondance, Macron qui réutilise le terme de sobriété, etc. Et puis en même temps, quelques jours plus tard, c'est l'écologie, c'est une affaire d'Amish et de lampe à huile. Qui aurait pu prédire la crise climatique. Donc en fait, on sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de colonne vertébrale sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on sent quand même un déplacement chez les macronistes qui est à minima de laisser faire le détricotage environnemental au Sénat et à l'Assemblée, et voire de le susciter. La PPL du plomb, par exemple, des amendements ont été déposés par des macronistes, des amendements écrits par la FNSEA. Donc voilà. Une hypothèse qu'on peut développer, c'est que les bases sociales du macronisme sont globalement étroites. Un électorat, je parle sous contrôle de Jean-Yves, mais de personnes plutôt âgées, fortunées, etc. Et que la stratégie consiste, comme avec l'immigration à une époque, à mordre à droite via la critique de l'écologie, parce que c'est compliqué pour les macronistes aujourd'hui. Il faut qu'ils s'élargissent un peu, et le contexte ne leur est pas très favorable. Donc finalement, l'écologie, une sorte de monnaie d'échange aujourd'hui, dans les alliances plus ou moins tacites qu'ils peuvent faire avec d'autres groupes politiques. Donc tout ça est révélateur pour moi d'une droitisation du champ politique, mais c'est aussi l'expression d'un mouvement plus global, international, parce que c'est des choses qu'on observe dans d'autres pays, que ce soit des pays gouvernés par des gouvernements autoritaires ou à l'échelle européenne aussi, remise en cause du Green New Deal par exemple. Voilà, donc il me semble que, alors si on revient à la question de l'eau, que les conditions d'un rapprochement entre une partie du champ politique qui est en voie de droitisation très forte et des groupes d'intérêt décomplexés sur l'écologie sont réunies. À droite, je vous ai mis une carte des dernières élections aux chambres d'agriculture. On voit une forte percée de la coordination rurale. Donc il y a des proximités avec l'extrême droite qui valorise des modes d'action durs, on va dire, illégaux, et qui a vraiment fait des normes environnementales l'un de ses chevaux de bataille, ou plutôt de la suppression des normes, l'un de ses chevaux de bataille. Et donc le mot a été utilisé par Jean-Yves. On a des formes de polarisation très très fortes, dont l'autre témoigne parfaitement, et je pense que le dossier des méga-bassines en est l'illustration assez pure. C'est-à-dire que d'un côté, on a des groupes d'intérêt qui défendent un certain modèle de développement, qui se sent menacé à la fois par le changement climatique, par les critiques qui sont faites à ce mode de développement, c'est l'agriculture, et puis de l'autre côté, un mouvement social qui perçoit l'urgence du climat et voilà, qui vit assez mal, pour dire le moins, ces formes de renoncement écologique. On pourrait s'interroger sur ce qui va se passer en 2027. Bon, je vais assez vite, je ne sais pas combien de temps il reste, ouais, pas longtemps. Donc on peut se demander ce qui se passerait dans ces conditions en cas d'alternance RN-LR, évidemment, mais aussi dans un secteur où il y a quand même une grande faiblesse des organisations publiques et des corps intermédiaires. Alors, je pense que l'environnement, parmi les secteurs un peu cibles de l'extrême droite, de la droite radicale, fait partie des secteurs qui auraient peut-être le moins de moyens de se défendre. Les assos sont assez faibles, le ministère est dominé, les opérateurs de l'État sont assez faibles. Et donc, même par rapport à des domaines comme la culture ou l'éducation, on sent que les capacités de résistance ça serait assez rapide de supprimer beaucoup de choses sur ces questions d'environnement.
Voilà. Et donc le dernier point, c'est cette idée que ouais, d'accord, super. Que le renoncement écologique, c'est aussi un renoncement démocratique. Qu'est-ce qu'on observe depuis quelques mois? C'est des remises en cause de plusieurs choses. Remise en cause de la science d'abord. De la science en tant que savoir, que connaissance, mais aussi les organisations qui l'apportent. Et vous avez des organisations qui sont vraiment ciblées par ce mouvement, comme l'ANSES par exemple. Voilà, la FNSEA demande la mise sous tutelle politique de l'ANSES depuis très longtemps. Et la proposition de loi Duplon, si vous avez bien suivi, propose la mise en place d'un conseil d'orientation pour prioriser les autorisations de mise sur le marché. Donc, conseil d'orientation dans lesquels siégeraient les représentants de l'agriculture productiviste. Sont ciblés également les instituts de recherche publics. Des remises en cause également, j'y reviendrai, j'ai une photo à la fin là-dessus. Des remises en cause des processus de concertation. Voilà, la mise en pause de l'inventaire zone humide ou la question des pesticides, en fait, s'assoit allègrement sur des processus de concertation en cours. Voilà, donc que ce soit dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité ou autour du renouvellement du plan éco-phyto. Et donc, on a le sentiment que la concertation, c'est un peu comme les institutions démocratiques, c'est-à-dire que c'est un usage plutôt instrumental. Moi, ça me fait penser un peu au 49.3 ou à la manière dont la loi Duplon... enfin, il y a eu un rejet stratégique de la loi Duplon pour que ça passe en commission mixte paritaire. Voilà. Donc il y a un usage plutôt instrumental des institutions politiques qui interroge. Et enfin, des remises en cause de l'état de droit. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un petit peu plus longtemps. Il y a des déclarations récentes, politiques, assez alarmantes de ce point de vue-là. Moi, je me rappelle de Retailleau qui dit l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Laurent Wauquiez qui parle de coup d'état de droit en parlant du Conseil constitutionnel. C'est extrêmement préoccupant. Pour l'illustrer, deux, trois idées. D'abord, l'idée qu'il existe une mansuétude, tolérance assez constante à l'égard de certains groupes sociaux, quitte à tolérer des situations manifestement illégales. L'exemple emblématique de ça, c'est le barrage de la retenue de Caussade dans Lot-et-Garonne, qui est un département coordination rurale. C'est Serge Bousquet et Cassagne. Enfin, vous avez vu, vous connaissez, je pense, les bonnets jaunes. Et donc, cette retenue a été construite sans autorisation par la Chambre d'agriculture. Et depuis, l'État a d'abord à râler. Et puis là, on s'achemine vers une légalisation de l'ouvrage construit sans autorisation. Donc, c'est une forme de renoncement de l'État assez net. Et donc, qui tolère une retenue qui est complètement illégale. Je passe sur le fait que des menaces ont été proférées vis-à-vis des militants écologistes qui finiraient au fond du lac, que la gendarmerie a été chassée des lieux quand elle a voulu poser des scellés sur les engins agricoles. Et donc, on a le sentiment, j'utilise l'expression dans l'ouvrage un peu de manière provocatrice, mais qu'il peut y avoir des territoires de non-droit, mais pas pour les raisons les plus souvent évoquées dans certains médias. Les mobilisations agricoles, c'est aussi un grand moment de stigmatisation des opérateurs de l'État en général, mais de l'OFB en particulier. Vous vous en rappelez aussi, beaucoup de sièges de l'OFB ont été vandalisés sans que le gouvernement ne prenne la parole pour défendre l'opérateur, l'organisation. Et c'est une expression assez pure du deux poids, deux mesures entre organisations agricoles et mouvements écologistes. D'un côté, le même ministre de l'Intérieur pouvait dire le matin la main ferme de l'État sera au rendez-vous pour les manifestations de Sainte-Soline. Et il y a des coups de sang légitimes en parlant des manifestations agricoles. Ouais. Et, voilà. Et donc, face à cette mansuétude vis-à-vis de certaines organisations agricoles, vous avez une criminalisation des militants écologistes. La notion d'écoterrorisme a été utilisée par le même ministre de l'Intérieur. Les manifestations de Sainte-Soline, donc pour rappel, pas de biens matériels à défendre, pas de bâches, pas de pompes, pas de canalisation. Et pourtant, des centaines et des centaines de forces de l'ordre déployées sur place, 5000 munitions tirées en 1h30, plusieurs blessés graves. Donc on sent bien que là, c'était une volonté. Alors, il y a eu un rapport de la LDH là-dessus, mais une mise en scène de la répression du mouvement environnemental très forte, très nette, à tel point que le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement estime que la France est le pire pays d'Europe concernant la répression policière des militants environnementaux. Pour différentes raisons, enfin, qui est aussi, il faudrait revenir sur l'organisation de la police en France et les travaux de Jobard, etc. Mais
la police du maintien de l'ordre n'est pas du tout celle qui pas du tout adaptée. La cellule Déméter aussi, moi, ça me semble être un exemple assez intéressant, parce que là, on mobilise les moyens de la gendarmerie nationale pour lutter contre ce que l'agro-industrie appelle l'agribashing. Donc, une convention a été passée entre la FNSEA et la gendarmerie pour lutter contre l'agribashing. Donc, c'est une forme de, j'ose le mot, mais de police de la pensée, police idéologique. Donc voilà, des gendarmes passent des coups de fil parfois à des associations, s'invitent dans des meetings d'associations pour voir ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Donc il y a on cherche plutôt à criminaliser finalement ceux qui défendent l'environnement plutôt que ceux qui lui portent atteinte. Bon, dans le même ordre d'idée, la tentative de dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre, qui a été finalement jugée illégale par le Conseil d'État. Et là, il a fallu s'appuyer sur un arsenal juridique issu de la loi séparatisme pour le faire. Donc, avant, on pouvait dissoudre des associations de ce type-là que pour motif terrorisme. Donc, il y a vraiment une volonté de criminaliser. Ça semble indiquer que, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui mérite répression dans tout ça. Ça parle, voilà. Et donc, on passe de l'idée d'ordre public à préserver à Sainte-Soline ou ailleurs, ou à la préservation d'un certain ordre social et politique établi. Voilà, donc, et ça c'est la dernière diapo. La question écologique, elle est révélatrice, on le voit bien, de la vitalité démocratique d'une société. On observe un certain nombre, alors c'est plus ou moins à bas bruit, c'est plus ou moins visible, mais des atteintes aux principes démocratiques. On voit un État qui se soumet plus au chantage et à la violence qu'au droit, comme à Caussade par exemple. Tous les citoyens ne sont pas traités de la même manière devant la loi, le deux poids deux mesures pendant l'hiver 2024. Une vraie mise en cause de la séparation des pouvoirs. Quand Attal dit qu'il faut mettre l'OFB sous tutelle du préfet, alors déjà c'est déjà le cas, mais on a l'impression qu'il faudrait que le judiciaire est très pointé du doigt aujourd'hui par l'exécutif, très critiqué, et puis très classique aussi là au sein de l'extrême droite, c'est de mettre en avant la volonté populaire contre l'état de droit, c'est-à-dire que si les gens le veulent, rien ne doit s'opposer à ça, y compris les règles constitutionnelles par exemple. Et donc ça justifierait de revenir sur tout un tas de principes de défense de l'écologie. Pardon. Et ça, c'est peut-être un dernier point un peu réflexif. Voilà, je termine là-dessus. Moi, je trouve que tout ça interroge quand même fondamentalement les chercheurs qu'on est. À l'INRAE notamment, parce que notre siège a été muré il y a quelques mois par une FDSEA d'Île-de-France, avec écrit dessus, donc INRAE Scrollo, chercheur, et en bas à droite, il écrit l'INRAE n'est plus à vendre, ne sert plus à rien, il est à vendre. Donc je trouve que ça interroge vraiment nos postures de chercheurs, comment on intervient dans le débat public, quelles doivent être nos questions de recherche à l'avenir, notre degré d'engagement aussi dans le débat public. Mais c'est autant une question pour moi finalement que pour chacun d'entre vous dans la salle. Voilà, merci. Merci Sylvain pour cette présentation. Donc on va faire pareil, un tour de questions. Moi j'en avais juste une aussi. Tout à l'heure tu as parlé de verdissement conservateur. Et est-ce qu'il y avait des exemples un peu concrets de ce que ça pouvait être du verdissement conservateur? Oui, alors il y a plein d'exemples. Donc l'idée c'est de dire qu'on verdit, on écologise, mais seulement si ça ne déstabilise pas trop les compromis sociopolitiques, les équilibres un peu subtils en place. Un exemple parmi d'autres, mais c'est on durcit beaucoup le droit de l'environnement depuis quelque temps. C'est-à-dire que les sanctions pour atteinte à l'environnement sont de plus en plus fortes. On a créé de nouveaux délits, d'écocide, etc., préjudice écologique. Donc le droit de l'environnement se durcit sur le papier. Et donc on a l'impression d'un verdissement. Mais en fait, dans sa mise en œuvre concrète, il n'y a pas plus de moyens qui attribuent au contrôle. Les procédures transactionnelles sont toujours dominantes. Et donc c'est conservateur parce que ça ne modifie pas les équilibres sociopolitiques. Et dans la mesure où le droit se durcit, mais qu'il est assorti des conditions de son ineffectivité, finalement tout le monde est content. Merci. On va faire un tour de questions. Il y avait Catherine, peut-être pour commencer.
Oui, moi, j'aurais une question. Bon, avant tout, je vous remercie pour ces 2 interventions là. Merci beaucoup. Alors, j'aurais oui, une remarque, une question. Je me demande si finalement il n'y a pas confusion tout le temps dans notre esprit, hein, donc je m'associe totalement, c'est pas du tout une critique, hein, entre écologie et environnement. C'est-à-dire qu'il me semble qu'effectivement, l'écologie, on considère que l'écologie n'est pas limitée à la défense de l'écologie, n'est pas limitée à la défense de l'environnement. Si l'écologie est bien finalement une conception particulière, une conception politique, on va parler d'écologie politique, une conception particulière de l'ordre social, dans ce cas-là, finalement, eh bien, la formule, le renoncement écologique, ne serait pas automatiquement un renoncement démocratique finalement. Et je me demande effectivement, là je fais peut-être suite à la première question qui a été posée tout à l'heure, s'il ne serait pas possible de mettre bien la catégorie écologiste, qui serait bien une catégorie correspondant à un groupe particulier, une conception politique, un groupe particulier de la population. À côté des conservateurs, à côté des progressistes, par exemple, à côté des sociodémocrates, il y aurait les écologistes. Et on ne réduirait pas l'écologie à l'environnement. Voilà, c'était juste une remarque. Puis j'avais aussi une autre remarque. Forcément, je ne pouvais pas la faire autrement. Hein. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Pour ce qui concerne le droit de l'environnement. Voilà, ça c'est la juriste de service, hein, forcément, qui dit son mot. Je me demande finalement si il ne faut pas se réjouir justement du fait que le droit de l'environnement devienne de plus en plus sévère avec la notion donc de préjudice écologique, d'écocide, etc. On parlait du ZAN là tout à l'heure, parce que peut-être que c'est le juge finalement, pour l'aspect juge de l'environnement, c'est le juge qui permettrait peut-être de garantir nos droits essentiels et une forme d'écologie politique finalement. Voilà. On va en prendre peut-être 2 autres pour avoir quelques questions, puis après. Merci pour la présentation, Sylvain. J'avais du coup une interrogation en t'entendant, parce que tu as commencé ta présentation en expliquant qu'il y avait des logiques dans le renoncement que tu analysais qui étaient tributaires du fonctionnement de l'action publique en général. Et puis, chemin faisant, en développant ton propos, tu arrivais à une sorte véritable. On sentait davantage l'aspect backlash, l'aspect un peu plus idéologique. Et on comprend du coup qu'il y a un mélange à la fois on pourrait dire, de technique et de politique là-dedans, qui fait en fait du coup un peu écho à ce que disait Jean-Yves dans sa démonstration. Et du coup, je me demandais, est-ce que, alors c'est une question un peu vaste, hein, mais donc est-ce que ce que tu pointais dans le premier volet sur le fonctionnement de l'action publique en général, les secteurs qui se mélangent, l'indication un peu désordonnée de tous les acteurs, le fait que les acteurs les plus a priori, les plus titrés, ne sont pas ceux qui ont le plus de pouvoir, etc. Est-ce que c'est des phénomènes qui te semblent spécifiques au secteur en question, au secteur de l'eau en particulier, ou environnemental, ou bien est-ce que c'est des choses finalement qu'on retrouve un peu ailleurs? Est-ce que tu as la possibilité de juger de la spécificité du secteur? Et on va peut-être prendre une 3e intervention là, ou là. Moi, je rebondis sur la 3e question que tu poses, qui est effectivement intéressante. C'est pas rien quand même d'écrire une HDR et d'en tirer un essai, et non pas un livre académique classique. Mais la question que j'ai envie de nous poser, c'est pas une question qui n'est posée que dans ton secteur d'études. C'est de savoir quelle est l'efficacité attendue d'une autre posture que celle que tu as développée, et d'ailleurs la même de ce point de vue-là que celle de Jean-Yves, c'est-à-dire de montrer que ce qui semble paraître du sceau de l'évidence, du besoin général, est en fait un discours idéologique qui prétend s'appuyer sur des données objectives ou soi-disant objectives, alors qu'en réalité, il est idéologique. Le dévoilement de ces positions-là est en soi, disons, une manière de faire agir le chercheur dans son domaine de recherche. Et on pourrait d'ailleurs développer des exemples dans d'autres secteurs pour montrer que c'est
en général la position du chercheur. Qu'est-ce que tu attends ou quelle est la position de recherche que tu envisagerais de modifier et dans quel sens pour répondre à cette interrogation que tu t'es posée toi-même? Moi, je pense que tu peux commencer à répondre déjà aux premières séries de questions. Oui, donc merci Catherine pour la question. Bon, à titre personnel, je n'utilise pas le terme environnement dans mon travail, sauf pour considérer le côté institutionnel. C'est-à-dire, je parle de politique environnementale, de ministère en charge de l'environnement, mais je parle pas de. Enfin, ça me paraît trop étroit de parler d'environnement et anthropocentré, donc je préfère parler d'écologie ou d'écosystème ou de nature, des choses comme ça. Alors, je partage avec toi l'idée que les juges ont un rôle à jouer, et jouent un rôle en fait, hein, on en parlait il n'y a pas longtemps, mais ils jouent un rôle, les juges, sur les autorisations aujourd'hui, autour des bassines par exemple, sur les questions d'eau. Et donc, le durcissement, j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger l'intérêt du durcissement du droit de l'environnement. Je suis assez d'accord avec ça, les juges peuvent être plutôt des alliés dans la défense des écosystèmes, de fait ils le sont assez. Il n'empêche que si le droit de l'environnement fonctionne encore un peu trop comme il fonctionne aujourd'hui, comme une coquille vide, c'est-à-dire que si l'OFB n'est pas en mesure de faire beaucoup de contrôles et qu'à la fin tout est réglé en alternative aux poursuites, ben, ce n'est pas complètement satisfaisant. Or, aujourd'hui, on sait que l'essentiel est perdu entre le moment où l'atteinte se produit et le moment où elle est détectée. Alors, sauf pour le droit administratif, c'est peut-être à ça que tu parles. Moi, je travaille plutôt sur le droit pénal. Sur le droit administratif, il y a des autorisations. Ouais. Sur alors, la spécificité de la question de l'eau, oui, alors moi j'aime bien travailler à cheval à l'intersection entre les politiques publiques et le politique, la politique. Donc, alors je dirais que c'est sans doute pas propre à l'eau, ce que je raconte. Sans doute que ça concerne d'autres enjeux écologiques, mais peut-être plus les enjeux écologiques que d'autres sujets, parce qu'on sent bien qu'il y a une question de domination qui se joue dans les rapports entre les politiques publiques, qui concernent plutôt l'écologie que d'autres sujets. On avait un projet là sur les plans climat avec d'autres collègues de Bordeaux, où on peut faire à peu près la même démonstration. C'est-à-dire qu'on regarde comment le sujet du climat interagit avec le secteur de l'énergie, des mobilités, de l'aménagement et de l'agriculture, et on observe à peu près la même chose. Donc ça dépasse sans doute un peu la question de l'eau, ce qui est dit ici. Et la dernière question d'Emmanuel, oui, sur le rôle du chercheur, eh ben ouais, alors moi, ce qui m'a conduit à publier ça sous forme d'essai, plus que sous forme d'ouvrage académique aux presses de Sciences Po, c'était quand même un peu ce contexte d'écriture et cette volonté aussi de participer au débat collectif. Moi, je viens d'une science politique plutôt très académique, pas très engagée. Voilà. Et depuis quelque temps, moi, je ressens la nécessité de sortir de cette posture, mais en la rendant productive. Je crois que c'est un peu le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire que sans aller sur des engagements forcément partisans, etc., garder une légitimité scientifique, mais être embarqué, en fait, et donc accepter de se faire embarquer, de se faire instrumentaliser d'ailleurs parce que je pense que ça se joue beaucoup dans des alliances, parce qu'il y a le backlash, mais il y a aussi les résistances au backlash. Et pour résister au backlash, il faut s'allier, en fait. Il faut que des acteurs s'allient. Donc ça va être des juges, ça va être des scientifiques, des acteurs du mouvement environnemental, des artistes, mais aussi des fonctionnaires du ministère de la Transition, de l'Agence de l'eau. Donc ça serait une posture, on dirait, engagée, embarquée, mais scientifique, sachant que la ligne de crête est quand même compliquée et étroite. Merci. Alors, on va peut-être continuer à prendre des questions. Après, si ces questions sont plus générales, il n'y a pas de problème. On peut aussi parler des clusters. C'était un rebond à cette discussion. Ma question, c'était, moi je suis très intéressée par cette question de posture, de comment on prend la parole dans le débat public ou pas, sous quelle forme à partir de nos travaux. Et je me demandais comment tu avais pensé la stratégie de diffusion de ton ouvrage et quelle avait été sa réception de cette forme-là dans la sphère scientifique.
Est-ce que tu as réussi à toucher d'autres publics qu'un public académique? Tout simplement. Vas-y, lis la question. Je lis la question et après on fait circuler. Antoine Gaborio, toujours. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce point spécifiquement, mais quels sont les différents types d'opposition aux grandes infrastructures estimées à tort ou à raison nécessaires à la transition écologique? Réseau de chaleur urbain, ENR, électrification, renouveau minier. Voilà. Est-ce qu'on observe une opposition, entre guillemets, de gauche à ces infrastructures au motif qu'elles impliqueraient de grands travaux? C'est la question de l'acceptabilité de ces grandes infrastructures. Et je vais faire passer... On en était où? Merci à vous deux pour ces présentations. J'avais deux questions plus spécifiquement axées sur la présentation de Sylvain. Donc, je travaille surtout sur les politiques de l'eau, mais à l'international. Vous avez évoqué ces notions d'écologisation, la gestion de l'eau, et je ne sais pas si j'ai bien compris comment ça se traduit notamment dans la formulation des politiques publiques. Et deuxièmement, vous parlez de l'eau comme une affaire de l'État. Vous parlez également d'un gouvernement par l'extérieur de la gestion de l'eau, mais sachant que c'est un secteur qui est très décentralisé en termes de gestion, je voulais juste vous demander comment est-ce que les tendances que vous constatez, les phénomènes, se présentent à l'échelle locale. Quels sont les rapports de force, notamment entre les collectivités locales, syndicats des eaux, etc., dans ces discours, notamment venant de l'État. Voilà. Oui, moi j'avais deux questions, mais celle pour la première, j'attends le débat. Donc pour cette question, c'est vrai que tout ça ne nous donne pas spécialement le moral. Moi, quand tu parles des différents ministères qui interviennent, pour moi, il y a un grand absent qui peut-être pourrait nous donner un espoir pour l'avenir, parce que quand on voit, c'est le ministère de la Santé, quand on voit l'affaire du sang contaminé, comment ça a changé complètement les procédures, je pense qu'à un moment donné, la santé, et notamment les coûts de santé, mais aussi les gens qui vont s'organiser pour se rebeller contre ces éléments-là, peuvent peut-être apporter, je dirais, un bouleversement finalement de ces ordres établis et de ce que tu as l'air de dire, de tous ces compromis qu'on n'arrive pas à faire bouger. Après, j'ai l'autre question, mais je la garde pour la fin. Il y a encore des questions? On refait une... Non, vas-y, il répond peut-être d'abord. Ok. Et puis après, on fera des questions générales. Si vous en avez. Désolé, Sébastien. Bon, j'évacue déjà celle sur les infrastructures écologiques parce que je n'ai pas travaillé dessus, donc ça me permet de gagner un petit peu de temps. Sur la réception de l'ouvrage, bah oui, alors ça permet de faire des séminaires de labo, donc ça on a l'habitude, mais aussi d'être invité par des collectifs militants. Et ça, pour moi, c'est assez nouveau et c'est très intéressant parce que ce soit localement ou ailleurs, je trouve intéressant de discuter aussi avec des gens qui ne sont pas des scientifiques, qui ont une forme d'engagement, qui connaissent plus ou moins le sujet ou pas. Enfin, donc ça élargit considérablement. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça élargit beaucoup le lectorat. Et voilà. Je pense que du coup, ça contribue aussi à... Alors, on va plutôt prêcher des convaincus, en fait. On ne fait pas changer... mais peut-être qu'on les légitime dans leur positionnement et qu'on leur donne quelques arguments pour après, quand ils vont discuter avec les autres, produire des formes d'administration de la preuve ou pour essayer de convaincre un peu plus facilement. Donc, et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, oui, Hélène, sur le ministère de la Santé, je suis un peu moins optimiste, malheureusement. Alors oui, c'est un acteur important et qui va le devenir de plus en plus parce que la question des pesticides, on cherche de plus en plus de pesticides et de métabolites, on en trouve de plus en plus. Il y a les PFAS. On sent que cette question de la qualité de l'eau, ça va nous exploser au visage dans les années, décennies qui viennent. Parce qu'en gros, dès qu'on cherche, on trouve quelque chose. Et on découvre des liens avec la santé qui sont très, très importants. Des clusters de cancer aussi, etc. Donc, oui, le ministère de la Santé pourrait être un allié, parce que la santé humaine aussi est un argument de poids quand on veut faire bouger les lignes sur les questions environnementales. Et en même temps, on a des actualités qui montrent que les ARS et le ministère de la Santé n'ont pas toujours été à la hauteur.
2 exemples sur l'affaire Nestlé. Ah oui, alors ça vient des habitants, d'accord, mais en termes d'organisation, le scandale Nestlé a montré l'ampleur de l'inefficacité de l'ARS. Et puis, il y a eu ce fameux rapport écrit par l'ARS Occitanie, en fait, qui avait été coécrit par Nestlé Waters. Donc, il y a encore un travail au sein du ministère de la Santé pour... voilà. Mais oui, ça peut être... en tout cas, la question de la santé peut être vraiment mobilisatrice sur les questions d'environnement. Oui. Ah oui, alors l'eau, oui. Alors effectivement, l'eau, c'est une affaire beaucoup très décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a des politiques nationales, mais c'est d'abord une affaire locale, parce que l'eau, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et donc, elle est gérée localement depuis très très longtemps. Oui, alors on observe un peu les mêmes tendances au gouvernement par l'extérieur. Alors, il faudrait prendre territoire par territoire, et ça ne rend pas justice à la diversité des territoires, ce que je vais dire. Mais dans les projets qu'on a pu conduire, on observe des tendances, effectivement, au gouvernement par l'extérieur. Tout dépend des territoires quand même. Enfin, le Lot et Garonne, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'eau agricole dans le Lot et Garonne, ou ce qui se passe en Bretagne, il y a ce bouquin de Legendre, là, sur Silence dans les champs, qui est très illustrant sur la gestion de l'eau en Bretagne. C'est pas forcément, il ne se passe pas vraiment la même chose en Lozère ou dans l'Hérault. Donc je suis assez prudent pour... voilà. Le travail qu'on avait fait sur l'articulation entre les schémas de gestion de l'eau et les SCOT là, montrait un certain nombre de régularités quand même. Donc oui, on peut dire que si on était très schématique, que la gestion de l'eau peut être aussi dominée à une échelle locale, notamment par le développement économique et l'aménagement du territoire. Et les préfets jouent un rôle très moteur là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, l'institution préfectorale internalise les arbitrages à un niveau local. Et dans ces arbitrages, ça remonte aux travaux de l'ASCOUM des années 90, etc. Mais ça n'a pas tellement changé, c'est d'une étrange actualité même. On sent bien que les questions d'environnement et de qualité de l'eau, etc., sont quand même passent relativement au second plan par rapport à d'autres sujets. Merci. Bon, on peut refaire un tour de questions, peut-être plus général aussi. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette opportunité d'échanger et les interventions très utiles et intéressantes. Le backlash, j'imagine que ça signifie réaction. Et donc, à partir de vos 2 exposés, on n'a pas parlé beaucoup de l'action qui a enclenché cette réaction. Et notamment à l'égard des résultats de Jean-Yves, je me demande comment ça s'est été possible que le Parlement européen a adhéré au projet assez ambitieux du Green Deal, incluant le Parti populaire européen. Il aurait dû, si les électeurs sont si rigides qu'ils ne bougent pas une ligne, tout de suite ne pas adhérer, pas attendre l'automne 2023. Ça, c'est un premier énigme. Je ne tente pas de réponse. Mais... Et puis, à l'égard de la liste des réactions qu'on subit maintenant, est-ce que Simone nous a présenté, je me demande dans quelle mesure il y a eu peut-être l'action allait peut-être un peu trop loin pour que certains lecteurs, ou en tout cas groupes d'intérêt, etc., soient effrayés et prennent des positions, s'éloignent d'une écologie raisonnée ou raisonnable. Je pense notamment, là, vous avez montré un exemple illégal de bassine, mais il me semble qu'on a empêché la construction d'un aéroport qui avait passé toutes les étapes légales et par quelque chose que certains ont considéré une action de force illégale. Donc, là-dessus, je ne suis pas du tout expert, mais j'espère qu'on puisse voir un peu de lumière, comment recréer un moment d'action qui a quand même duré, parce que depuis 2013, quand même, il y a eu des grands pas en avant vers au moins ce qui concerne la politique climatique, un petit peu aussi sur l'agriculture, dans les dernières versions des projets de réforme de la PAC. Voilà. Peut-être il y a encore espoir. Ce seraient 2 questions pour vous 2. Comment expliquer ce qui s'est passé, l'action et la réaction?
Il y a d'autres questions? Hélène, alors. J'ai une question Ah en ouais. ligne, peut-être, je la Vas-y. lis. Le problème de la défiance envers les politiques publiques ne vient-il pas aussi du fait que l'État, ayant couvert un certain nombre de scandales, il n'est pas jugé légitime par les citoyens pour les protéger? Quid de l'impact des récits complotistes, y compris dans certains milieux écolos, sur les politiques publiques environnementales? Oui, moi j'avais une remarque par rapport à la première intervention. Alors je ne suis pas du tout science politique, je vais peut-être dire des bêtises, mais je lis pas mal de trucs et il y a quelque chose qui me surprend, c'est quand vous dites que finalement ça évolue pas beaucoup, alors que vous avez quand même 16 catégories, c'est-à-dire un degré de nuance important. Alors moi, j'ai lu des trucs, notamment de Rosan Vallon, qui disait que la société devenait ingouvernable parce que les gens, à cause des réseaux sociaux et de choses qu'ils pouvaient écouter à un moment donné, pouvaient basculer finalement sur des changements de position. Si on regarde ce qu'a fait Piketty sur les élections, où le côté territorial jouait beaucoup, et dans finalement, ils sont contre une question ou ils sont pour une question, puis quand ça leur arrive à eux, ils changent d'avis. Et moi, j'aime beaucoup, j'avais lu l'étude qu'avait sorti la Fondation Jean Jaurès, donc c'est quelque chose que j'ai même diffusé vos travaux. Je suis totalement, je dirais, intéressée par ça, convaincue. C'est le côté figé qui m'embête un peu. Et le côté peut-être territorialisé, justement, au cours du temps, en fonction de ce qui se passe auprès de chez nous, en fonction d'un certain nombre de choses aussi qui se passent à la télé, qui fait que quand même, enfin moi sur mon domaine de recherche, je vois un certain nombre de gens qui pensent différemment. Et alors l'autre chose que je voulais dire pour être positive aussi, moi je suis de plus en plus interviewée par des gens qui essayent de faire le lien entre la recherche et le journalisme. Un certain nombre d'associations, notamment une association qui s'appelle Conséquences, qui est financée par l'Union européenne, pour avoir des discours qui vont justement, comment dire, utiliser les mots, les termes et les représentations des climato-sceptiques pour leur proposer un discours autre avec justement surtout pas de scientifiques. En fait, l'idée, c'est il faut surtout pas le présenter par des scientifiques, il faut le présenter par quelqu'un habillé sous forme tradition, qui va parler de ce que faisait la grammaire, etc. En attendant, ça marche d'après eux sur le fait qu'ils arrivent à discuter avec les gens et en disant, mais regardez, les choses bougent, donc il faut qu'on s'adapte parce que les choses bougent. Donc moi, j'ai un peu de mal sur ce côté un peu figé. Je trouve que c'est ce qui est le plus pessimiste de tout ça, parce que sinon, action-réaction, on peut essayer de réagir. Et bon, voilà. Peut-être on commence à répondre sur le côté action-réaction, justement. Green Deal. Je commence à apporter des tentatives de réponse. Déjà, peut-être pour commencer par votre question, en tout cas, moi, je ne crois pas du tout que les choses soient figées. Hein. C'est-à-dire qu'elles évoluent. Le rapport à l'écologie, il a évolué. Il y a sans doute des effets retard d'un certain nombre de choses. Je ne crois pas du tout que la taxe qui a donné, par exemple, lieu au mouvement des Gilets jaunes soit quelque chose de secondaire dans toutes ces histoires. C'est-à-dire que taxer le carburant, ça fait un impôt régressif. On sait que c'est les classes moyennes, petites classes moyennes, qui vivent relativement loin des villes, avec leurs pavillons, leurs crédits, leurs 2 voitures, etc. On sait qu'elles sont plus taxées que les urbains, qui en général sont plus aisés économiquement, parce qu'ils peuvent habiter à proximité des centres-villes, voire dans les centres-villes. Et donc on est sur un impôt parfaitement régressif, par exemple, cette taxe carbone. Il ne faut pas croire que ce genre d'expérimentation sociale est sans effet. Il faut pas. Si j'ai laissé penser ce genre de choses, je me suis mal exprimé. Bien sûr que ce n'est pas sans effet, et bien évidemment que ça contribue à ancrer dans un certain nombre d'esprits et chez un certain nombre d'individus l'idée que l'écologie est punitive, qu'elle est injuste socialement, qu'elle stigmatise les plus pauvres ou les populaires, etc., et que ce narratif existe. J'ai juste voulu souligner qu'on pouvait être très anti-écologiste en étant très aisé, en vivant à Versailles, en vivant dans le 16e arrondissement de Paris, etc. Et que ce qui fait la force du backlash aujourd'hui,
c'est qu'il fédère précisément des individus qui appartiennent à des catégories populaires ou très populaires et qui se méfient de l'écologie. Et là, l'écologie a raté quelque chose, il faut le dire clairement. Si on se place du point de vue des intérêts de l'écologie, elle a raté quelque chose parce qu'elle a réussi à apparaître comme une menace pour ce type de population qui s'est sentie menacée, plus stigmatisée en plus. C'est-à-dire menacée et stigmatisée. C'est le pire du pire. Parce que menacée et stigmatisée sur ses modes de vie. En gros, c'est pas la peine de faire des remarques sur le barbecue. Ça sert à rien, quoi, à part stigmatiser des pratiques qui sont plutôt des pratiques populaires, etc. Et puis, elle unifie des gens qui sont des conservateurs culturels, qui ne croient pas, pour des raisons idéologiques, mais religieuses même parfois, etc., à tout ça, ou parce qu'ils sont attachés à leurs grosses voitures, ils sont attachés à leurs énormes maisons de campagne, à leurs pratiques de consommation, etc. Parce que ce que l'écologie contient, c'est une remise en cause de fait. Je ne dis pas que c'est voulu, encore que, mais c'est une remise en cause des modes de vie, et tous ceux qui sont, pour des raisons ou d'autres, hostiles à toute remise, peut-être parce qu'ils ne le peuvent pas économiquement pour certains, peut-être parce qu'ils ne le veulent pas idéologiquement pour d'autres. De tout ça, on pourrait discuter. C'est là que le backlash est en réaction à quelque chose, il est en réaction à des décisions politiques. Tu évoquais ce qui s'est passé au Parlement européen. Moi, ma thèse sur ce point, je ne suis pas un spécialiste de la vie politique européenne et de la vie du Parlement européen, mais je pense que tout simplement, il y a deux manières de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une logique d'alliance très politique. C'est une assemblée qui fonctionne sur des compromis, qui fonctionne sur des alliances, et en particulier dans l'alliance qui portait Angela Merkel au moment du pacte du Green Deal, il y avait les Verts. Il y avait le besoin d'avoir la gauche et les Verts dans cette alliance. Et donc, ça a été des deals, ça a été des compromis. Ce n'était pas la culture nécessairement des conservateurs allemands. Il y avait une incompréhension de ça. C'est-à-dire ce dont on parle, parce qu'on fait comme si c'était évident, mais si on rembobine le film et qu'on revient quelques années en arrière, il n'y a pas cette conscience chez les conservateurs que leur électorat est climato-sceptique. Les LR, il y a encore 2-3 ans, faisaient une fête de l'écologie. À mon avis, sous Retailleau, elle n'aura plus lieu. On verra. Mais j'ai des gros doutes sur le fait que ce genre de fête se maintienne. C'est-à-dire que, et donc, il y a aussi un temps de retard d'élites politiques qui ont d'autres logiques institutionnelles et qui, effectivement, s'accordent sur un Green Deal qui peut être vu comme ambitieux, pas ambitieux, on peut en discuter, mais qui est effectivement une politique publique et qui, quand elle arrive en bas, quand elle arrive au niveau des populations, n'est pas du tout vécue de la même manière. Il faut se mettre à la place du citoyen lambda qui un jour allume sa télévision au journal de 13h sur TF1, qui vit en zone rurale, qui a 2 voitures parce que lui et sa femme ont besoin de voitures pour aller faire les courses, aller travailler, emmener leurs enfants et qui découvre que, par exemple, il y aura une interdiction d'acheter des voitures à moteur thermique en 2035. Et cette personne, elle n'a absolument pas l'impression d'avoir été associée à quelque moment que ce soit à ce type de prise de décision. Il n'y a eu aucun débat public là-dessus. Elle n'a jamais élu quelqu'un pour faire ça. Non, c'était pas. Moi, j'ai aucun souvenir de grands débats à des heures de haute intensité médiatique pour dire ça et dire venez voter pour moi, on va interdire les voitures à moteur thermique. D'ailleurs, pour une simple raison, c'est quand on fait sondage, 70% à 80% des gens sont contre. Donc, de toute façon, ce serait politiquement relativement suicidaire. Et donc là, il y a le sentiment, là, le narratif du technocrate bruxellois déconnecté qui, pour des raisons obscures, alors là, c'est là que le complotisme intervient, c'est-à-dire c'est plus Big Pharma, c'est la grande industrie, c'est ceci, c'est les intérêts économiques des uns et des autres. Enfin, peu importe, on peut trouver plein d'explications à ça. Mais en tous les cas, il y a ce sentiment, voilà, et d'où la thématique sur les réseaux sociaux de la dictature écologiste. Fait qu'un truc, beaucoup de gens adhèrent à ce narratif de dictature écologique, ce qui est bizarre, évidemment, on peut se demander, mais c'est parce que c'est ça, en fait, que les gens expriment. C'est-à-dire le fait que des décisions sont prises, précisément au Parlement européen, de manière non concertée. Ils n'étaient pas au courant, ils découvrent, en gros, de manière très top-down, que ça, c'est plus permis, on n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit de faire cela, d'où le discours libertarien anti-norme, d'où une espèce de milléisme à l'européenne qui est en train de progresser. Et les conservateurs allemands sont en train de perdre des voix, il suffit d'avoir vu les dernières élections, au profit de l'AfD, sur les affiches que j'ai montrées tout à l'heure. Parce qu'une partie de l'électorat conservateur bascule vers l'AfD par xénophobie et par anti-écologisme. En Allemagne, on l'a testé, c'est les mesures les plus clivantes, c'est les mesures écologiques. Celles qui polarisent le plus et le plus radicalement sont les mesures écologiques. Donc voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'il y a un temps d'écart, en quelque sorte, entre les décisions qui ont été prises et ce Green Deal européen soutenu parmi d'autres par c'était pas les plus enthousiastes en réalité, mais par les conservateurs, et le fait qu'ils se rendent compte sur le terrain que ça les met en porte-à-faux avec une partie de leur électorat qui regarde du coup vers les populistes, vers l'extrême droite, et tout ça alimente cette dynamique de backlash ou de
contre-révolution conservatrice, on appelle ça comme on veut. Voilà, bon, on pourrait évidemment discuter des heures de tout ça, je suis désolé, j'ai tendu un peu long. Oui, sur la question de l'État, un peu réponse groupée aux deux questions. Est-ce que l'État est légitime pour s'occuper de la question écologique? Alors déjà, l'État, il est pluriel, donc il y a des segments au sein de l'État qui poussent en faveur de la défense de l'écologie et d'autres moins. L'idée de départ, c'est de dire il y a tout un champ de la littérature qui porte sur le Green State et qui défend l'idée que en fait, l'État n'est pas parfait, y compris pour gérer ces questions, mais qu'est-ce qu'on a d'autre que l'État pour les gérer? On n'a pas beaucoup d'institutions avec autant de capacité d'action, de légitimité pour agir, y compris sur ces questions. Donc l'enjeu est sans doute plus de réorienter l'action de l'État que d'imaginer des alternatives, en tout cas à moyen court terme. Ça serait quoi l'alternative? Ce serait quoi, le marché, le local, l'autogestion? Enfin, peut-être, mais à court terme, ça paraît compliqué. Et les expériences qu'on a, que ce soit sur les marchés, carbone, etc., ne sont pas toujours très, très positives. Et après, la question de est-ce que ça allait trop loin? En fait, vous parliez de l'action des militants ou oui? Ouais, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce ouais. Alors, que faire en fait? C'est l'étape d'après nos propos très, très pessimistes, etc. Enfin, d'ailleurs, l'optimisme et le pessimisme, sans doute pas c'est pas les bons affects dans cette histoire. C'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Effectivement, c'est ça la bonne question à se poser, sûrement. Je pense qu'il ne faut pas trop compter sur le champ politique, les élections, pour progresser à court terme sur ces questions-là. Ça me paraît un peu délicat. Responsabilité partagée un peu entre tout le monde pour aller vite, mais droitisation du champ politique, des unions de la gauche, ça paraît assez compliqué. Il y a des expérimentations, il y a des gens qui valorisent beaucoup l'auto-organisation, les expérimentations démocratiques, locales, et puis en espérant que ça fasse un peu tache d'huile, etc. Pourquoi pas. Et puis, il y a les modes d'action durs, effectivement, donc que certains qualifient de radical. Alors qui pose des questions à la fois de morale, de rapport à la violence, si on veut, même si c'est des atteintes au bien, mais aussi d'efficacité politique, parce qu'il y a la question de la légitimité derrière. Sauf que le mouvement social a toujours eu besoin d'une avant-garde un peu plus radicale, ne serait-ce que pour se normaliser lui-même. Et je pense que vu l'urgence et il faut se mobiliser sur tous les registres, c'est-à-dire investir le champ de la politique électorale, faire des expérimentations qui montrent que ça peut marcher au niveau local, pourquoi pas aller sur des actions plus dures, et puis nouer ces alliances que j'évoquais tout à l'heure, entre des acteurs qui sont volontaires, mobilisés pour défendre l'écologie, face à un camp qui est relativement bien organisé, doté de moyens, et ayant le vent en poupe. Merci. On est presque arrivé au bout de la séance, mais s'il y a encore une question globale sur le sujet, non? Non? Bon, mais c'est bon alors. Donc il est 4h moins 2, donc on peut peut-être clôturer ce séminaire. Merci à tous, merci à toutes d'être venus, merci aux intervenants, Sylvain, Jean-Yves, pour vos interventions. Merci. Ah oui, pardon. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement pour vous rappeler que le 3 juillet, donc, on aura une session un peu particulière qui est un séminaire dans lequel on va faire un bilan un peu d'étape des différents projets de recherche qui sont lancés, qui arrivent à peu près à mi-parcours. Donc voilà, ça sera un séminaire dédié aux projets en cours et aux premiers résultats. Donc on vous invite évidemment à venir partager ces résultats. Et puis ensuite, à la rentrée, on repart sur des séminaires plus classiques du type de ceux d'aujourd'hui, où on recevra de nouveaux invités. Je ne sais pas si, Tiffany, tu veux afficher le programme ou sinon vous l'avez sur le site de la KIPT.
Voilà, pour vous. Donc le 3 juillet, c'est le matin et les échanges seront suivis d'un cocktail déjeunatoire. Donc vous êtes évidemment conviés. Merci de vous inscrire pour cause de traiteur à prévenir. Voilà. Et donc vous avez à l'écran donc le 9 octobre une séance qui sera plus sur plus. Alors aujourd'hui c'était plutôt sciences politiques. Ça sera une séance avec une approche plus économique sur la gouvernance des transitions. Une séance plutôt animée par des interventions de juristes sur l'adéquation des normes et la question de l'adaptation des normes face aux transitions. Ensuite, nous accueillerons un anthropologue et puis la suite, bien, on l'aura à partir de la rentrée qui sera, les interventions seront fixées à ce moment-là. Voilà. Merci encore et à très bientôt.